Alors, bonjour ou bonsoir selon le moment que vous allez visionner notre petit entretien de ce soir. C'est l'intuition au service de notre mieux-être, qui est le thème de la conférence de ce soir. Ça veut dire quoi? Mais évidemment, ça veut dire que l'intuition, ça peut être effectivement un outil qui peut être formidable, en fait, pour notre mieux-être en tant qu'être humain. Puis évidemment, on va le voir aussi que ça a des applications plus larges, parce que ceux qui me connaissent, bien évidemment, savent que ma démarche, évidemment, c'est que je suis thérapeute, hein, donc mon nom est Sylvain Mélanger, je suis thérapeute depuis 35 ans à peu près. Je fais donc des pratiques intuitives depuis 35 ans, donc j'ai jamais arrêté, c'est mon principal travail. Et puis, parallèlement à ça, bien évidemment, j'ai écrit des livres et également j'enseigne depuis à peu près 25 ans le développement de l'intuition et des habiletés de soins. Puisque l'intuition, c'est pas juste, bon, développer son intuition, mais c'est aussi reconnaître que l'intuition peut être finalement utilisée pour effectuer des soins. C'est ce que je vais vous présenter également, de quel type de soins dont il est question lors de notre entretien de ce soir. Évidemment, ceux qui ont des questions, des interrogations peuvent le faire par le biais du chat. On peut le faire également en me faisant un signe de la main, puis à ce moment-là, bon, on peut intervenir puis me parler. Sachez par contre que c'est un replay, il y aura un replay. Donc, si vous ne voulez pas être vu dans le replay, c'est sûr que ça peut être plus facile pour vous de passer par le chat si vous le souhaitez. Alors, évidemment, vous avez la pleine liberté pendant l'entretien d'interagir avec moi, donc soyez bien à l'aise là, de le faire, puisque c'est ça un peu le but de ça. C'est pas juste que moi je vous parle, puis que finalement j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute, mais plutôt d'avoir justement une discussion qui permet donc de préciser un tas de choses. En fait, bon, c'est ça qui est souvent intéressant. Donc, moi, j'ai commencé donc, il y a 35 ans. Donc, j'ai commencé avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain. Comment je suis arrivé à le rencontrer? C'est que j'avais une formation en psychothérapie corporelle que je suivais. Et j'avais une amie à moi qui m'avait dit, ah, mais tiens, j'ai un ami de New York qui va venir, qui est un guérisseur. Si ça te dit, bon, ben, tu pourrais peut-être venir. Et puis, évidemment, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressé, toujours fasciné, sans vraiment avoir pris le temps de comprendre ce qu'était que c'était un guérisseur, finalement. Donc, j'ai découvert à travers cet enseignement-là, bien évidemment, un monde que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'a été très familier. C'est ça qui était la particularité qui a fait que j'ai eu l'envie de suivre la démarche, c'est que j'ai senti qu'il y avait vraiment une facilité pour moi de m'ouvrir à ce monde-là et de constater quelque part que c'était facile, naturel, de pouvoir faire des lectures intuitives auprès des gens. Et les gens, souvent les gens autour de moi constataient que j'avais une certaine facilité. Ils étaient finalement questionnants et se questionnaient comment ça fait que j'avais autant de facilité que par rapport à d'autres personnes. Puis finalement, donc, ça m'a amené à me questionner parce que je me suis dit, OK, moi, c'est facile, mais je ne comprends pas ce que je fais. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire que je peux avoir une facilité, mais si je ne comprends pas ce que je fais, ben, je ressentais le besoin de comprendre parce que on peut faire quelque chose, mais quand on ne comprend pas, ben, il y a quelque chose, pour moi, ça me rendait mal à l'aise de ne pas être en mesure d'expliquer comment les choses fonctionnaient, comment j'arrivais à le développer. Ça m'a amené, après les 3 années que j'ai suivi avec ce guérisseur-là, à vouloir vraiment prendre un recul et de vraiment me questionner à savoir quels étaient les outils, quelles étaient les façons de faire pour parvenir à développer l'intuition et que ça soit finalement accessible à tous. Pourquoi accessible à tous? Parce que moi, j'étais convaincu que je n'étais pas différent tant que ça que d'autres personnes et que finalement, c'était juste une question de compréhension qui permettrait davantage aux gens qui étaient autour de moi d'arriver à développer l'intuition. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, j'avais une facilité, mais il y avait des gens qui suivaient la même formation que moi qui n'arrivaient à rien. Alors, je me suis dit, comment ça se fait? Alors, moi, je pense, en tous les cas, au départ, en tous les cas, je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème de pédagogie. Je n'enlève rien à Ron en disant ça, c'est que Ron avait un enseignement qui faisait expérimenter les choses et il ne les expliquait pas. Et en n'expliquant pas les choses, bien évidemment, on expérimente un tas de choses, mais si on ne comprend pas comment ça fonctionne, bien, on développe des habiletés, mais sans trop savoir de quelle façon on pourrait les augmenter ou arriver à de meilleurs résultats. Alors, ça m'a amené donc à développer l'écoute imaginaire. Pourquoi l'écoute imaginaire? Bien évidemment, c'était l'idée que l'imaginaire, c'était le principal support me permettant de voyager en moi et un partenaire. C'est devenu aujourd'hui la pleine conscience intuitive, mais c'est toujours la même base qui est là. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est un outil qui me permet de voyager en moi. Alors, de quelle façon que je peux voyager en moi? Mais c'est simplement en reconnaissant que l'imaginaire, c'est un véhicule qui me permet de prendre ma conscience
et de la déplacer dans mon propre corps. Donc, on pourrait simplement ici fermer les yeux et déplacer ma conscience. Et si je prends le temps d'y aller doucement, que de déplacer ma conscience doucement dans mon corps, je vais constater qu'il y a des régions dans mon corps où il y a des images, des sensations et des mots qui vont apparaître dans une région. Et que si je me déplace dans une autre partie de mon corps, je pourrais constater que des sensations, des mots, des voix qui vont se manifester différemment. Un peu comme si je constatais que selon l'endroit où je me situe dans mon corps, il y a donc des informations différentes qui vont se manifester à ce moment-là. Et c'est ça un peu qui est le principe de base de la pleine conscience intuitive, c'est d'arriver donc à constater que mon monde intérieur est animé d'une sagesse intelligente qui se manifeste par le biais de l'imaginaire. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire finalement que l'imaginaire, c'est comme quelque chose finalement qui me permet de me tendre la main à une forme de sagesse et d'intelligence et que plus j'apprends à faire confiance à ce monde imaginaire-là, plus j'apprends donc à découvrir que j'ai un ami en moi, en fin de compte. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Un ami avec lequel je peux établir une collaboration à long terme et qui me permet donc de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va découvrir à mesure qu'on va avancer dans la conférence, de quelle façon que cet ami-là, qui est l'intuition, qui est ce véhicule imaginaire qui est en soi, peut nous aider à plus être en harmonie avec soi. C'est ça un petit peu le sens de ce que je vais vous présenter tout au long de la conférence. Donc, oui, c'est ça. Et puis, donc, ce que j'aimerais, je vais vérifier quelque chose. OK, bon, c'est très bien. OK. Alors, je salue tout le monde, même si je n'ai pas eu la chance de préciser au départ. Donc, cette idée de la pleine conscience intuitive qui me permet de voyager en moi et de constater que finalement, quand je me mets en relation avec mon corps, j'ai des perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont se manifester en moi, ben ça, c'est une application. Maintenant, l'autre application de la pleine conscience intuitive, c'est être capable de constater que mon véhicule imaginaire peut me permettre de voyager vers une autre personne. C'est-à-dire que je peux simplement utiliser ma conscience, utiliser mon véhicule imaginaire pour voyager par exemple, vers une autre personne, par exemple, qui serait dans la salle ici virtuelle. Ça me permettrait donc de constater que quand je fais ça, je vais finalement me mettre en relation avec des images, des sensations et des mots qui vont être émis de la personne avec laquelle je me mets en relation. Alors, de quelle façon que ça fonctionne? Ben, il y a un physicien qui a mis en évidence que les cellules de notre corps étaient capables d'absorber et remettre de la lumière. Donc, en quelque part, ça veut donc dire effectivement que moi, en tant qu'être humain, j'ai un corps physique, mais autour de moi, comme un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie-là est l'expression de cette capacité que les cellules ont d'absorber et remettre la lumière du soleil. Alors, ça veut dire que quand moi, j'utilise mon imaginaire pour voyager en moi vers un partenaire, ce que je vais faire finalement, c'est que je vais mettre en évidence justement que par le biais de l'imaginaire, je vais me mettre en relation justement avec ce rayonnement ultra ténu des cellules que le corps de mon partenaire émet. Et je vais donc être capable de percevoir des images, des sensations et des mots, comme si finalement j'étais en mesure de créer un pont de relation subtil entre moi et mon partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous en relation finalement permanente. On est toujours en relation les uns avec les autres parce que justement, ce monde imaginaire reflète finalement ce qu'on pourrait appeler un univers super lumineux. L'univers super lumineux, c'est un Français qui avait mis en valeur ce terme-là, mettant en évidence que cette lumière dont je viens de parler, qui absorbe et qui est émise par les cellules, font que donc j'ai un champ d'énergie de lumière autour de moi. Et ce champ d'énergie de lumière, ben, on pourrait dire qu'il appartient à un univers, qu'on pourrait dire univers quantique, qui est l'univers super lumineux. Et dans cet univers-là, il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que moi, dans cet univers-là, quand je me mets en relation avec lui, j'ai accès à mon présent, mon passé, à mon futur. C'est-à-dire que si je me mets en relation avec une personne ici dans la salle, je vais constater que dans ce champ de lumière-là, il y a de l'information qui appartient à son histoire passée, à son présent et à son potentiel futur. Et dans le sens que finalement, quand on se met en relation donc avec un champ d'énergie, avec un partenaire, on va constater que ce champ d'énergie-là va être animé par toutes ces informations-là. Ce qui est intéressant de comprendre, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, on doit comprendre ça comme ceci, je traîne des valises. Les valises, c'est quoi? C'est mon passé. C'est-à-dire les blessures de mon passé, les traumatismes que j'ai pu vivre dans mon passé sont marqués dans mon champ énergétique. Et ces blessures-là, finalement, vont m'empêcher, dans mon présent, de pouvoir actualiser mon potentiel futur. C'est-à-dire que plus mon présent, mon passé est derrière moi puis il m'empêche d'avancer,
plus à quelque part, ben, je vais évidemment m'empêcher dans mon présent de pouvoir actualiser quelque chose de plus grand en tant qu'être humain. C'est pour ça justement que la démarche intuitive est intéressante parce qu'elle me permet de commencer à comprendre que dans ce champ de lumière-là qui est dans moi, ben, quelque part, j'ai donc la capacité d'aller voyager en moi pour aller visiter les espaces de mon corps dans lesquels il y a des traumatismes, dans lesquels il y a peut-être des blocages et qui vont faire que je vais pouvoir apprendre justement à découvrir quels sont les messages de ces blocages-là qui vont me permettre donc de développer la connaissance de mon être, puis comprendre justement les blessures que j'ai accumulées en moi et qui m'empêchent effectivement de pouvoir m'ouvrir au potentiel de la vie qui est en moi. Est-ce que vous me suivez par rapport à ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Ça va? N'hésitez pas à me faire des questions ou à me des interrogations concernant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, la première chose à savoir donc, à ce niveau-ci, c'est que dans ce champ de lumière, finalement, qui anime l'être humain que je suis et que nous sommes tous, en fin de compte, on a tous ce champ de lumière-là, il y a donc de l'information. Et ces informations-là, finalement, elles ne sont pas apparentes, hein, c'est pas visible, elles ne sont pas là. C'est pas écrit sur mon visage que j'ai vécu des choses dans ma vie, mais dans mon champ de lumière, c'est inscrit. Et quand je commence à voyager avec mon véhicule imaginaire, je vais constater effectivement que les mémoires que je vais constater, c'est que dans un premier temps, dans mon champ de lumière, il y a le potentiel santé qui est là. Le potentiel santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai absorbé et je réémets de la lumière. Ça veut donc dire que quand je regarde mon champ énergétique ou celui de mon partenaire, ce que je vais constater, c'est que ce champ de lumière-là, justement, reflète ma santé. C'est-à-dire que si j'ai une perturbation dans mon champ de lumière, ça veut donc dire effectivement que dans cette perturbation-là, ça veut donc dire que le fonctionnement cellulaire de la région est moins équilibré, je dirais. Et comme il est moins équilibré, ben, ça veut dire quelque part que j'ai une certaine perturbation qui est là, qui fait, ne veut pas dire que je suis malade, mais ça veut dire quelque part que j'ai un niveau de perturbation qui m'empêche de mettre en valeur le potentiel de santé qui serait en moi. Alors, quelqu'un qui aurait donc une perturbation énergétique dans un champ, hein, si je me mets en relation avec une personne à la salle et que je constate qu'il y a une perturbation énergétique chez elle, au niveau d'une certaine région de son corps, ça ne veut pas dire qu'elle est malade, ça veut juste dire quelque part qu'elle a une réduction de son potentiel santé, ce qui veut donc dire que si elle reste comme ça, elle va finalement demeurer dans une position où son potentiel santé sera réduit et avec le temps, elle pourrait devenir malade. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la pleine conscience intuitive, on peut très bien intervenir à tout moment dans ce champ énergétique-là pour modifier ce qu'on perçoit. Donc, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'il n'y a plus à quelque part cette notion de destinée. Tu sais, la destinée, c'était finalement, on est prêt avec quelque chose, puis on va être pris jusqu'à la fin de nos jours avec ça. L'idée, c'est que la pleine conscience intuitive, puis c'est pas juste la pleine conscience intuitive qui le dit, les neurosciences, la médecine quantique mettent de plus en plus en évidence quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire, c'est qu'on comprend de plus en plus que dans le présent, on peut changer un tas de choses dans notre vie parce que justement, notre conscience est capable d'interagir avec notre corps d'une façon immédiate et amenant des transformations. Et entre autres, l'épigénétique, hein, qui a longtemps on a cru que les gènes étaient figés c'était figé, ça ne bougeait pas. On héritait un bagage génétique, on ne pouvait pas le changer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est possible de transformer le bagage génétique. L'alimentation a un rôle à jouer important. Faire du sport en est un autre. Développer la méditation, développer une pratique de la conscience où on apprend justement à interagir avec notre corps va également avoir une action importante, assez importante pour transformer donc les gènes, mais également même les téléomères. Les téléomères, ce sont des brindilles au niveau de l'ADN qui indiquent justement le niveau de prolongement de la vie. Si on a une personne qui a un risque qui a un risque quelque part d'avoir un potentiel de vie peu élevé, c'est-à-dire qu'elle pourrait mourir très bientôt, par exemple, ben c'est ça que ça indique quelque part les téléomères, et on peut les prolonger. Il a été observé en 3 mois qu'il était possible de modifier cette brindille-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de se rappeler ça. Donc, ça veut donc dire que cette capacité, que la conscience que j'ai de pouvoir voyager en moi, ben, elle est capable d'influencer ce rayonnement biolumineux de mes cellules, donc d'influencer mon potentiel santé. Et plus je le transforme, et plus évidemment, j'augmente ma capacité à vieillir en santé finalement.
et finalement me retrouver dans une position où je vais me retrouver dans un état de bien-être dans mon propre corps. Et c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel à ce sujet-là. Donc ça, c'est un des premiers volets qu'on va retrouver beaucoup dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est d'être capable donc de faire ce voyage à l'intérieur de soi pour constater si ce rayonnement biolumineux qui est dans mon corps fonctionne optimalement. S'il fonctionne optimalement, ça veut donc dire que je vais développer ce qu'on appelle la négantropie. La négantropie, c'est la santé optimale. Plus j'arrive à faire circuler l'énergie en moi d'une façon équilibrée, plus je suis dans une position où mon rayonnement biolumineux des cellules va être maximal. Plus je suis dans une position de perturbation dans mon propre corps, plus j'ai des conflits ou des obstacles dans ma propre capacité à faire circuler l'énergie, plus quelque part je me retrouve dans une situation où j'ai un potentiel santé réduit, ce qu'on va appeler donc l'entropie à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'est dans ce sens-là, évidemment, que l'idée que je puisse voyager en moi pour aller voir dans mes organes, dans mes systèmes, les difficultés de rayonnement des cellules qui peuvent être présentes, ben, le fait que je sois capable de comprendre la cause de ça me permet donc de développer une compréhension. Cette compréhension, finalement, fait que mon cerveau va être de plus en plus capable de me rendre réceptif au message que mon corps me donne. Et ensuite, je vais pouvoir faire des actions dessus. Les actions dessus, bien évidemment, ça sera, entre autres, une technique vraiment importante, c'est la déprogrammation. La déprogrammation, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de donner à mon corps, au corps, à mon corps, tout ce dont il a besoin pour qu'il y ait une transformation. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut donc dire finalement que moi, en tant qu'être humain, si je le souhaite, si je le veux, par ma capacité créatrice, je peux regarder mon corps et je peux lui tendre la main. Lui tendre la main, ça veut donc dire que quand je vois une perturbation, quelle qu'elle soit, qui se manifeste dans mon corps, je peux demander à mon corps ce dont il a besoin pour que moi, je puisse créer dans mon imaginaire, encore une fois, ce qu'il a besoin pour ensuite lui redonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une transformation qui va se manifester, c'est-à-dire que je vais libérer les limitations qui existent dans mon corps. Et plus les limitations se libèrent, plus j'accède à des potentiels évolutifs qui se manifestent en moi, qui me donnent l'opportunité de reconnaître finalement la plus belle version de moi-même, en quelque sorte. Alors, c'est un peu comme si on pourrait voir ça comme ceci, c'est qu'il existe des mémoires dans mon propre champ. Ces mémoires-là, finalement, sont des éléments figés, quelque chose qui n'a pas évolué, qui n'est pas en mesure de changer sa situation. Je donne un exemple. Par exemple, un enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. Si moi, je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, je n'ai plus 5 ans, OK? Je vous confirme. Et si cet enfant de 5 ans est présent dans mon propre champ énergétique, ben quelque part, il est figé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on a évolué en tant qu'être humain, mais on est encore en relation avec des mémoires qui sont associées à des expériences de notre vie qui ne sont pas heureuses et qui sont associées à des âges très, très délimités. Par exemple, si ma relation intuitivement avec l'enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans va me dire, bon, je me sens abandonné. Moi, j'ai plus 5 ans, l'enfant est présent et il me laisse croire que finalement, j'ai encore l'âge de 5 ans. C'est comme s'il se comportait encore avec la même expérience qu'il avait vécue à l'âge de 5 ans. Donc, plus moi, j'apprends justement à interagir avec lui, plus je vais constater que l'enfant est animé par une conscience qui lui est propre et qui va effectivement me faire part de sa souffrance, de sa douleur. Et c'est là que la déformation va devenir intéressante parce que je vais pouvoir lui donner à cet enfant de 5 ans-là tout ce qui est nécessaire pour le changer, le libérer de sa programmation. Et de cette façon-là, c'est un peu comme si elle allait libérer donc des blocages émotionnels qui étaient en moi ou blocages énergétiques qui vont faire que je vais pouvoir me réapproprier donc une nouvelle façon de me regarder et qui vont me permettre de constater que derrière cet enfant qui souffre et qui se sent abandonné se cachent des potentiels évolutifs qui sont en moi qui vont me donner l'opportunité de me réapproprier une certaine énergie vitale que je n'avais pas accès autrement. Alors, c'est là que la déprogrammation, finalement, me permet de me sortir de ce que j'appelle ce qui est le passé. Et le passé, c'est que dans moi, je n'ai plus 5 ans, sauf qu'en moi, j'ai des mémoires du passé qui ont 5 ans, par exemple, et qui m'empêchent de pouvoir être en pleine harmonie avec moi. La déprogrammation va me permettre donc de pouvoir donner à ces informations-là, qui sont limitées, tout ce qu'elles ont besoin pour me réactualiser dans mon vécu actuel. Donc, la lecture intuitive va me permettre de développer la compréhension de la raison d'être de la souffrance, de la douleur. Par exemple, l'enfant de 5 ans qui souffre parce qu'il s'est abandonné. Et ensuite, je vais pouvoir ensuite, par les programmations, amener des changements qui vont rétablir la circulation en moi et ne plus être limité dans le passé, mais accéder à mon présent de plus en plus fortement, puis de permettre l'émergence dans mon présent de potentiels évolutifs de plus en plus en harmonie avec mon être profond. C'est ça un peu qui est l'intérêt de cela.
Il y a une question qui m'est posée ici. Est-ce que je peux agir sur les mémoires transgénérationnelles? Alors ça, c'est Vanessa qui me pose la question, qui me dit que aussi que la voix est très basse. Je ne sais pas si ça s'est amélioré de ton côté à Vanessa, puisque là, tu me poses une deuxième question. Donc, si effectivement le son, non, c'est toujours le même problème. OK. Puisque je n'ai pas eu de commentaires jusqu'à maintenant à ce sujet-là, je vais quand même faire un petit ajustement. Tu me diras si c'est mieux. Donc, concernant donc les mémoires transgénérationnelles, bien évidemment, on va y arriver, parce que là, je viens de vous dire quelque chose, c'est que là, je viens de vous parler qu'il y avait donc un champ de lumière qui absorbait et rémettait de la lumière, qui est notre aura, en fin de compte, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Alors, la science a mis en évidence que c'est ce qu'on appelle l'aura, finalement, c'est le rayonnement biolumineux des cellules. Ce rayonnement biolumineux des cellules détermine le fameux potentiel santé. Ça veut dire que plus les cellules fonctionnent bien, plus le rayonnement biolumineux va être harmonieux, moins les cellules fonctionnent bien, plus évidemment le champ biolumineux va être de moins en moins harmonieux. Dans ce champ biolumineux, il y a plein d'informations. Ces informations, quelque part, sont associées à, à mon potentiel santé que je vais pouvoir évaluer. Mais ce potentiel santé, cette lumière-là, va être animée par de l'information qui provient des cellules, du code génétique même des cellules, et on peut constater évidemment que les souffrances que j'ai pu vivre dans ma vie, dans mon passé, entre autres, vont se retrouver dans ce champ énergétique-là, comme l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me mets en relation avec moi ou avec un partenaire, je vais constater que cet enfant de 5 ans-là va apparaître comme une énergie autonome. C'est-à-dire que l'enfant de 5 ans va se présenter à moi comme s'il existait d'une façon autonome. Il va me parler, il va me dire qu'il s'est senti abandonné, il va me dire qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Et plus je vais interagir avec lui, plus je vais arriver à comprendre le message que cet enfant-là a à m'exprimer, sa souffrance, sa douleur, etc. Et la déprogrammation va me permettre donc d'interagir avec lui pour le libérer de cette programmation-là, qui va me permettre d'accéder à ce moment-là à des potentiels évolutifs qui n'étaient pas accessibles auparavant. Maintenant, ces mémoires associées à notre histoire personnelle, c'est un type d'information qu'on va aller chercher dans la lecture intuitive. L'autre type d'information, c'est sur les mémoires transgénérationnelles qui sont associées évidemment donc à mes ancêtres. Ça veut donc dire, bon, mon arrière-arrière-grand-père, etc. Alors, de quelle façon qu'on va constater qu'il est possible de travailler sur les mémoires transgénérationnelles ou les mémoires d'autres vies, puisqu'évidemment, on peut travailler également sur les mémoires d'autres vies. On doit comprendre ici que moi, en tant qu'être humain, je suis une antenne. L'antenne vibre de partout. Et que cette antenne-là, finalement, qui vibre, elle est en relation avec son histoire personnelle, hein, avec tout ce que j'ai vécu en tant qu'être humain jusque depuis que je suis né sur Terre. Je vais donc être en relation avec ça. C'est un peu comme si dans mon champ d'énergie, dans ce champ super lumineux, l'information s'accumule sans cesse. Ça veut donc dire quelque part que tout ce que j'ai vécu dans mon histoire de vie se retrouve dans mon champ d'énergie. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis qui n'est pas théorique. C'est vraiment basé sur l'expérience, on constate quand on fait des lectures intuitives qu'effectivement, qu'il y a énormément d'informations. On peut voyager. Je vous donne un exemple. Je pourrais dire, ben, tiens, je vais aller voir qu'est-ce que tu as vécu à l'âge de 1 an, qu'est-ce que tu as vécu à l'âge de 2 ans, qu'est-ce que tu as vécu à l'âge de 3 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si moi, mon intention est claire, je peux voyager dans le champ d'énergie pour aller chercher de l'information et cette information va me permettre de comprendre justement euh, l'individu qui se trouve devant moi. Si je le fais sur quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment que je vais pouvoir vraiment voyager et aller explorer toutes les périodes de la vie de l'individu. Si je le fais sur moi, c'est la même chose. Par mon intention, je vais être capable de voyager dans mon propre champ énergétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à bien comprendre, que ce voyage-là que je fais dans mon propre champ énergétique, ben, finalement, il se détermine par cette volonté, cette intention que moi j'ai de pouvoir voyager en lui. Si on parle maintenant de mémoire transgénérationnelle, ben, c'est la même chose. Mon intention va être déterminante, encore une fois, dans ma capacité à voyager dans mon propre champ énergétique. Donc, si je vais aller voyager, par exemple, aller visiter mon arrière-arrière-arrière-grand-père, ben cet arrière-grand-père-là, je vais être en mesure de pouvoir justement me mettre en relation avec lui parce que justement, je vais avoir eu l'intention de me mettre en communication avec lui. Tout comme les mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que moi, si je considère que j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'époque médiévale parce que j'ai énormément
d'émotion quand je vois des films, par exemple, sur l'époque médiévale. Je vais donc, à ce moment-là, par mon intention, raisonner avec ça. Donc, vous voyez que c'est un acte créateur. Et cet acte créateur me permet de comprendre que moi, en tant qu'être humain, je suis porteur de mon histoire, mais je suis également porteur de l'histoire de ma famille et je suis porteur de l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez qu'on porte beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va faire maintenant qu'on va plus porter des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires provenant d'autres vies euh, en nous? C'est parce qu'on va raisonner avec elles. Raisonner, ça veut dire que si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans en tant qu'individu, cet abandon que j'ai eu à l'âge de 5 ans risque de m'amener à raisonner avec des mémoires transgénérationnelles avec la même expérience d'abandon et des mémoires d'autres vies avec le même type d'expérience également. Donc, c'est ça un petit peu qui va faire finalement que nous, on se retrouve dans une forme de loi d'attraction. Hein, vous avez sans doute déjà entendu parler de la loi d'attraction qui met en évidence justement cette idée que moi, je me lève le matin, je sors dans la rue et finalement, pas de chance, je me retrouve avec des gens qui vont me faire revivre des expériences que je n'avais pas envie de revivre. Par exemple, l'abandon. Donc, comment ça se fait que je suis toujours en relation avec les mêmes genres de personnes qui me font vivre le même genre de dynamique que je n'ai pas envie de revivre? Eh bien, quelque part, la loi de l'univers est assez bien faite. Elle nous dit simplement ceci, c'est que tant et longtemps qu'on n'a pas fait la paix avec nous-mêmes, on est confronté à devoir revivre les mêmes choses. C'est donc dire que moi, en tant qu'être humain, si je n'ai pas fait un travail sur l'abandon, ben, je vais toujours me retrouver devoir expérimenter effectivement une expérience de souffrance qui va me ramener à cette expérience de l'abandon. Et quand je vais arriver à être capable de faire la paix avec cette expérience de l'abandon, c'est-à-dire de me réunifier cette énergie-là, d'arrêter donc de la projeter vers l'extérieur, mais de commencer à l'assumer, donc, à accepter quelque part que j'ai été abandonné, puis à quelque part que cet abandon-là, finalement, me fait constater qu'il y a de la peine là-dedans, puis qu'il y a une intégration de cette peine-là, de me faire prendre conscience que j'ai peut-être plus envie de vivre cette forme d'abandon-là parce que je prends conscience que derrière ça, il y a quelque chose de plus grand comme, qui est en moi. Ben, à ce moment-là, il y a donc une transformation qui va se faire, qui va faire que je vais plus porter donc l'expérience du passé en moi. Je vais commencer plutôt à porter l'expérience du présent qui a pris conscience de cette volonté qu'il avait de transformation. Donc, ben, c'est un peu ça qu'on pourrait voir. Donc, quand on se dit, par exemple, parler avec aller voyager dans notre histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies, c'est simplement un point de vue. Le point de vue, finalement, c'est que moi, quelque part, je voyage en moi. Et parce que je voyage en moi, j'ai une capacité d'avoir l'intention qui me permet de pouvoir me mettre en contact avec le type de mémoire que je vais vouloir contacter avec. Si je veux connecter mon enfant de 5 ans, mon enfant de 6 ans, ben, c'est mon intention qui va le faire. Si je veux travailler avec une mémoire familiale, transgénérationnelle, c'est mon intention qui va me mettre en relation avec elle également. Si c'est une mémoire d'autre vie, c'est mon intention qui va me mettre en relation avec ça. Je suis un voyageur et ce voyageur est capable de se syntoniser avec l'énergie qu'il a besoin, avec laquelle il a envie de travailler, avec lequel il a un besoin de travailler. Et c'est certain que ça demande de la pratique, ce que je vous parle là. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, mais en même temps, donc, c'est une pratique quand même que quand on apprend à cerner comment ça fonctionne, on devient comme libre parce qu'on comprend quelque part que l'information qui anime notre être, quelque part, c'est une information justement qui nous reflète finalement nos propres limitations. Alors, l'objectif finalement consiste à se dire, ben voilà, j'ai des limitations, j'ai envie de me libérer de ces limitations-là. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais travailler sur mon histoire personnelle pour me libérer des programmations et des limitations que j'ai construites dans ma propre histoire. Et évidemment, je vais constater peut-être que je suis marqué par mon histoire familiale, par des limitations. Donc, de la même façon, je vais apprendre à travailler sur ces limitations-là. Et s'il y a des moments d'autre vie qui résonnent avec moi, ben, de la même façon, je vais apprendre justement aussi à me dégager et à me libérer. À travers cette démarche-là, quelque part, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais me reconnecter avec mon essence fondamentale, ma propre lumière finalement. Et c'est ça qui va m'amener doucement à retrouver quelque part l'aliment de l'être que je suis, parce que c'est ça finalement qui est l'objectif ultime d'une pratique comme celle-là, c'est de retrouver notre essence fondamentale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Vanessa concernant les mémoires transgénérationnelles. C'est un peu vague. Est-ce qu'on peut agir sur les mémoires transgénérationnelles? Bien sûr que oui, on peut. Et la pratique intuitive, finalement, comme je dis, c'est un voyageur. Donc, le voyageur mais, me permet de prendre conscience que dans mon corps, je suis porteur d'une somme d'informations qui est très, très, très vaste. Et plus mon imaginaire accepte l'idée que je puisse travailler sur l'ensemble de toutes ces possibilités-là, et plus j'élargis mon habileté intuitive, et c'est ça qui va faire que je vais être capable de vraiment toucher beaucoup, beaucoup d'aspects à ce moment-là.
Et comment va-t-on apprendre justement à reconnaître tout ce travail-là de la mémoire hein, qu'on va travailler? C'est beaucoup à travers l'exploration des cerveaux, finalement. Je vais vous parler des cerveaux parce qu'on sait que les cerveaux du ventre, le cerveau du cœur et le cerveau de la tête, bien sûr, puis le cerveau quantique. Alors, j'aimerais ça vous parler un petit peu de ça parce que, finalement, quand on commence à voir, quand je vous dis qu'on peut travailler sur tous les aspects que je viens de nommer, vous allez comprendre que on peut le faire d'une façon créative, comme je viens de le présenter, mais aussi on peut le faire au début de la pratique, surtout, on va surtout apprendre à le faire en reconnaissant que le cerveau du ventre, qui est le cerveau finalement de notre ventre, qui est beaucoup relié à nos jambes également, est beaucoup en liaison avec les instincts, la dimension primitive et animale de l'être humain que nous sommes. Le cerveau du ventre, c'est un cerveau qui a énormément de neurones, beaucoup plus que le cerveau. Donc, c'est quand même particulier de constater ça aujourd'hui. On le découvre maintenant tout récemment que c'est découvert. Ce qui veut donc dire que le cerveau du ventre est extrêmement sensible et est extrêmement capable de connecter avec le cerveau de la tête par cette capacité justement d'avoir plein de neurones qui se trouvent présentes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je vis uniquement dans ma tête, ben, je suis simplement dans ma dimension cérébrale. Si je commence à voyager, si je déplace ma conscience pour aller dans mon ventre, aller dans mes jambes, commencer à explorer des zones de mon corps plus basses, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir qu'il y a des tensions possiblement qui sont là, il y a des émotions peuvent être là, un vécu que j'ai hein, qui se trouve dans le bas de mon corps, et ce vécu-là est beaucoup plus en liaison avec quelque chose que je n'ai pas articulé dans ma pensée, dans ma tête d'une façon consciente, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. Alors, vous comprendrez ici que quelque chose de plus inconscient, souvent, ça fait peur. Et souvent, l'être humain n'a pas appris à jouer, à gérer cette dimension-là. Donc, on la rejette, on la refuse en général. Donc, la pratique intuitive, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va nous enseigner justement à nous relier à nos jambes, justement, à relier à notre bassin, à notre ventre, par la pratique de l'enracinement, par exemple, qui est une technique toute simple, qui nous amène à développer simplement une conscience que mon corps n'est pas justement, ma conscience n'est pas justement juste uniquement dans ma tête, mais elle est partout. Et que si j'apprends justement à déplacer ma conscience pour constater qu'il y a de l'énergie qui circule dans mes pieds, qu'il y a de l'énergie qui circule dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses, dans mes hanches, dans mon bassin, dans mon ventre, bien inévitablement, je suis en train de redonner à quelque part de la présence dans le bas de mon corps et le risque que ça peut arriver, que ça peut amener, c'est de simplement faire en sorte que l'énergie circule de plus en plus dans mon corps et cette circulation qui circule de plus en plus dans mon corps ben, m'amène justement à faire remonter à ma conscience des traumatismes qui ont été vécus, mais qui étaient profondément enfouis en moi. Alors, vous voyez que ça, c'est une première chose qu'on va chercher à faire, c'est de redonner quelque part cette prise de conscience, hein, de faire remonter à notre conscience des choses qu'on avait rejetées finalement. Pourquoi on les avait rejetées? On est tous nés sur Terre avec euh, on a appris à découvrir qui on était. À partir qu'on est arrivé sur Terre, on s'est dit, OK, moi, je suis Sylvain Bélanger, mais quand je suis né, j'ai découvert que Sylvain Bélanger était quelqu'un qui fonctionnait d'une certaine façon. C'est pas moi qui l'avais choisi consciemment. Et tout au long de ma vie, j'ai été confronté à découvrir qui j'étais. Cette confrontation-là, on l'a tous vécu. On est tous obligés de passer par un apprentissage à découvrir qui on est. Et le cerveau du ventre nous confronte justement souvent à quelque chose qu'on ne veut pas regarder. C'est la partie de nous qu'on va mettre dans l'ombre parce que on a eu l'impression quelque part que on n'a pas été correct. La dimension plus primitive et plus animale qui est en nous est une dimension justement on a dû à quelque part la socialiser. On a dû chercher à s'humaniser. On a dû répondre à nos parents, à nos enseignants, à répondre à plein d'êtres humains qui avaient une autorité sur nous pour apprendre justement à ne pas connecter avec cette dimension-là de soi. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous avons vécu, cette volonté de ne pas être connecté avec ça. Et le fait de renouer contact avec la circulation énergétique de cette région-là, ça fait remonter notre conscience et ça nous oblige à accepter qui on est. Accepter qui on est, ça veut dire quoi? C'est accepter finalement qu'à quelque part, on a des qualités, on a des défauts, on a une certaine façon de fonctionner, une certaine façon de vivre, une certaine façon d'exister, qui n'a pas été choisie consciemment par nous, mais qui est reliée à notre volonté quelque part d'exister sur Terre en acceptant qui on est. Et le cerveau du ventre va beaucoup nous amener à faire un travail là-dessus. Et ce travail-là va finalement nous amener donc à se tenir debout et à accepter qui on est.
c'est la première phase. La deuxième phase qui va être importante dans la pratique intuitive, c'est de reconnaître maintenant que quand on reconnaît cette dimension plus primitive, on va constater qu'on a des besoins de sécurité, des besoins affectifs et émotionnels, un besoin de s'affirmer, puis un besoin de s'aimer. Alors, ce besoin de s'aimer est vraiment très important parce que la remontée de l'énergie au niveau de nos chakras, parce que dans la pratique intuitive, on reconnaît justement que le travail, justement, va consister à rétablir la connexion entre le cerveau du ventre et le cerveau du cœur, et ça va se faire à travers un mouvement ascendant dans lequel les besoins donc, de sécurité, besoins affectifs et émotionnels, besoins d'affirmation et besoins de s'aimer vont remonter à notre cœur. Et en remontant à notre cœur, il va y avoir une deuxième étape vraiment fondamentale chez l'être humain, c'est l'amour de soi. Si je m'accepte, c'est une première chose. Si je m'aime, c'en est une autre. Si je m'aime, je suis capable donc d'accueillir toutes les facettes de l'être que je suis et de l'incarner. L'incarner parce que je m'aime. Alors, si je m'aime, je suis capable donc à ce moment-là de favoriser une relation entre mon cœur et ma tête qui vont amener donc ce qu'on appelle aujourd'hui la cohérence cardiaque. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce terme-là parce que c'est un terme assez connu, mais je vais vous expliquer en un mot quand même, en quelques mots, ce que c'est. C'est que quand on apprend justement à s'aimer, on arrive justement à constater qu'il y a dans notre cœur une genre de flexibilité du cœur qui va en résulter. Cette flexibilité va se faire parce que le cœur est relié à notre cerveau. Et lorsque le cœur et le cerveau fonctionnent d'une façon harmonieuse, la tête n'est plus connectée avec le passé, justement, d'une façon trop importante. Il développe une flexibilité parce qu'il vit dans le présent. Parce que la cohérence cardiaque, c'est comme un genre de rythme qui va faire qu'on arrive à développer une forme d'harmonie entre notre cœur et notre tête. Et c'est un rythme qui va se faire beaucoup par la respiration. C'est ça que les recherches ont démontré au niveau de la cohérence cardiaque. C'est qu'on peut, en inspirant 5 secondes et en expirant 5 secondes, on arrive justement à amener cet état d'accalmie. On arrive à changer la situation de stress qui se vit au niveau du cœur et de permettre au cœur de devenir plus flexible. Alors, quand je suis plus flexible, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrive dans une situation, dans un endroit où il y a des gens autour de moi, et comme je suis relax, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais être capable de regarder ce qui se passe autour de moi sans avoir des avis basés sur mon passé. Je vais être simplement capable de regarder la vie qui est autour de moi, puis me dire, ben voilà, je me sens en paix, je me sens en harmonie avec ce qui se passe autour de moi, parce que je ne suis pas dans une position où je suis en train de vivre avec mon passé. Par exemple, si je vivais avec le passé, je pourrais arriver avec ma blessure d'abandon et me dire, bon, ben là, je me sens abandonné par lui, je me sens abandonné par telle personne, je me sens abandonné par telle autre situation. Je pourrais complètement être prisonnier de tout ce que j'ai vécu dans mon passé, puis de ne pas être capable de connecter avec la vraie histoire qui se passe réellement. Ah oui, c'est là qu'on constate comment nous-mêmes, en tant qu'être humain, selon notre capacité, notre observation qu'on a de la réalité, elle peut être complètement colorée par notre passé, par nos blocages, par nos émotions. Et dans ce sens-là, évidemment, cette capacité que j'ai de m'accepter au niveau de mon cœur va me donner l'opportunité justement de développer un équilibre entre le cœur et la tête qui est vraiment fondamental dans la pratique intuitive. C'est ma capacité justement à développer de la compassion, à développer une volonté de collaboration avec les êtres humains qui sont autour de moi, de chercher à développer mon intuition, ma créativité, de ne pas chercher à dominer les gens autour de moi, mais plutôt de chercher vraiment à valoriser ce qu'ils sont pour qu'on puisse travailler ensemble de façon plus efficace. C'est ce qu'on appelle beaucoup l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, hein, qui est une autre type d'intelligence que l'intelligence simplement quotient intellectuelle qu'on avait reconnu quelques années, qui me laissait croire que le cerveau avait un quotient intellectuel qui déterminait son intelligence. On constate de plus en plus qu'il y a un autre type d'intelligence qui est celle qui est plus basée sur l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur ben, ouvre la porte, évidemment, vers la démarche intuitive que je vous présente aujourd'hui aussi. Donc, c'est intéressant de comprendre que l'amour de soi est vraiment fondamental dans la pratique intuitive, puisque si je m'aime, je suis capable donc de me retrouver dans une position où j'ai de la compassion pour moi et de la compassion pour les autres. Et dans cet état-là, mon véhicule imaginaire, justement, je peux beaucoup plus facilement le faire voyager en moi ou vers un partenaire. Pourquoi? Parce que quand je m'aime, qu'est-ce qui se passe? Je me tiens debout parce que je m'aime. Si je ne m'aime pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber. Hein, cette expression tomber amoureux, par exemple, reflète très bien cette idée que quand on n'est pas, on ne se tient pas debout, on tombe, on perd pied. On perd pied pourquoi? Parce qu'on a perdu notre pouvoir. Le pouvoir d'exister en tant qu'être humain n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne s'aime pas assez. Alors, cette idée de verticalité est vraiment importante dans la pratique intuitive parce qu'en étant debout, solide sur nos deux jambes, on est capable de regarder
notre être intérieur sans projeter plein d'appréhensions négatives. Parce on s'aime. Donc, quand on s'aime, on n'est pas en train de se dire des choses négatives sur soi-même. On est simplement en train de regarder qui on est avec compassion, avec amour. Et dans cette position-là, on est capable justement de pouvoir voyager en soi sans justement devenir subjectif dans l'exploration qu'on va faire de soi-même. Tout comme si je le fais sur une autre personne, mais si je fais une pratique intuitive sur un partenaire, mais ce partenaire-là va pas je vais pas commencer à lui projeter plein de choses parce que je vais me sentir bien avec moi, parce que je vais m'aimer. Je vais donc être capable de me retrouver dans une position de verticalité, être capable d'accueillir justement cet entourage-là, accepter ce qu'il est. Et c'est là que mon développement intuitif va se faire, parce que je vais être capable de capter les images, les sensations, les mots qui vont émettre de cette personne-là, parce que je ne vais pas me sentir finalement complètement diminué, ou complètement dans la peur, complètement dans mes émotions à cause de ça. Donc, vous voyez, donc, l'idée du cerveau du cœur a vraiment un impact très important dans le développement de l'intuition. Puis vous comprenez ici que toute l'idée justement de s'aimer, c'est vraiment fondamental. Hein. Quand on veut s'aimer, ben, quelque part, c'est la base de tout fonctionnement humain. Alors, si je m'aime, ben, déjà, je fonctionne mieux en tant qu'être humain, mais si je m'aime, je suis capable de développer mon habileté intuitive avec plus de facilité, plus d'aisance, puisque je suis capable de gérer qui je suis et de gérer ma capacité à capter des informations face à moi-même et face à mon entourage avec beaucoup plus de facilité également. Ça veut donc dire finalement que quand je m'aime, je suis capable de tendre la main vers mon corps et de lui dire, ben voilà, j'ai envie de t'aider, de quelle façon que je peux t'aider. Parce que je suis dans une position où je suis debout et je ne suis pas dans une position où j'ai l'impression que je suis en train de perdre pied. C'est quelque chose d'assez important à comprendre tout cela et ça fait partie de la démarche hein, qu'on a tous à faire hein, pour parvenir donc à se sentir le moindrement plus solide dans notre vie. Le dernier cerveau que j'avais envie de vous parler, c'est le cerveau quantique, parce qu'à partir du moment que moi je m'aime, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Je vais émettre des pensées positives vers mon cerveau. Mon cerveau va développer donc des relations, une cohérence dans mon cerveau, c'est-à-dire que les neurones vont pouvoir se mettre à fonctionner plus harmonieusement, les connexions neuronales vont pouvoir se faire plus harmonieusement et je vais pouvoir développer de nouvelles connexions neuronales plus en harmonie avec moi. Tout ça va se faire. Pourquoi? Mais parce que justement, comme je suis dans une position où mon cœur émet des fréquences d'amour harmonieuses envers moi-même plus positives, je vais donc amener donc tout doucement dans mon cerveau quantique une information qui va être en accord avec qui je suis. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je disais à l'univers, ben moi, Sylvain Bélanger, je suis une belle personne. Ben, cette belle personne-là, quelque part, elle va se recevoir l'information que je suis une belle personne dans tout mon champ énergétique. Et qu'est-ce que c'est que mon champ énergétique? Les physiciens l'ont nommé le cerveau délocalisé. C'est un quatrième cerveau. Ce cerveau délocalisé, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est tout mon rayonnement biolumineux. Ça veut dire que mon cerveau n'est pas seulement dans mon ventre, n'est pas seulement dans mon cœur, n'est pas seulement dans ma tête, mais il est partout. Alors, c'est intéressant de comprendre ça parce que ça veut dire que ce cerveau-là qui est partout, il est très sensible, lui, à qu'est-ce que moi j'aimais dans mes autres petits cerveaux. On va les appeler comme ça, les autres petits cerveaux. Finalement, c'est les cerveaux quelque part dans lesquels moi, j'apprends justement à, à, à développer une relation d'harmonie avec mon corps. Plus je suis en harmonie avec moi, plus j'émets des fréquences supérieures. Plus j'émets des fréquences supérieures, plus j'influence ce cerveau quantique-là. Parce que ce cerveau quantique-là lui ouvre la porte à des probabilités. Alors, supposons que moi, mes probabilités, c'est qu'elles sont nulles parce que je me trouve moche. J'ai été abandonné à l'âge de 5 ans et je me trouve moche. Ben, quelque part, qu'est-ce que je vais penser que je vais créer dans mon cerveau quantique? Ben, ça va être une information que je suis moche et que quelque part, j'ai été abandonné. Donc, je ne suis pas dans des conditions favorables pour m'ouvrir à la prospérité de la vie. Je deviens comme un peu comme je m'isole, mais mon cerveau quantique m'isole de mes possibilités, de mes capacités. Plus j'ouvre la porte à la possibilité que ce cerveau quantique-là élargisse son champ de conscience vers des sphères plus élevées, plus je me donne la permission justement de commencer à me rendre compte à quelque part de toutes les possibilités que j'ai. C'est comme si mes possibilités, mes probabilités devenaient beaucoup plus grandes à devenir plus en harmonie, plus en paix avec moi-même. Donc, vous voyez que quand on fait un travail intuitif, ben, c'est ça qu'on apprend à faire, c'est d'apprendre justement à faire cette démarche de voyager en soi pour être capable de retrouver cette capacité de s'aimer, être capable donc d'accéder à ce cerveau quantique-là qui va faire que je vais élargir mon champ de conscience à plus de possibilités que si je suis complètement figé en moi. Et si je suis figé en moi, ben, si je suis convaincu que j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans et que toute ma vie je serai abandonné, ben, vous comprendrez que mes possibilités, mes probabilités sont très réduites. Ça va être assez simple ma vie finalement, je serai abandonné jusqu'à la fin de mes jours.
Si je reconnais quelque part qu'en m'aimant, je peux changer les choses et je suis capable d'ouvrir la porte de ma conscience à d'autres portes, d'autres probabilités, ben, je suis en train de créer une vie complètement différente et plus en accord avec qui je suis. Et c'est beaucoup ça finalement que la pratique intuitive va nous permettre de faire, c'est d'apprendre justement en reconnaissant que la conscience permet donc de voyager en soi. Ben, ma conscience permet de voyager en soi pour justement prendre conscience que dans mon corps, présentement, je peux avoir des désordres énergétiques. Je peux avoir des mémoires qui peuvent m'empêcher d'être en harmonie et en paix avec moi, et que finalement, le travail va consister justement à rétablir la circulation énergétique en moi, et par le pratique d'enracinement, entre autres, mais par des soins qu'on va explorer bientôt et qui vont me permettre donc de constater que plus j'apprends à reconnaître que mon corps, justement, est porteur de limitations, bien, plus j'apprends à lui redonner une position plus juste dans laquelle les limitations sont une illusion et que je élargis mon champ de conscience, et plus je peux permettre justement à ma vie de devenir beaucoup plus en paix et en état d'équilibre à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, si tout se passe bien. Si y a des questions, de toute façon, je le vois dans le chat. S'il y a des gens qui veulent intervenir, ben, vous me le faites savoir. Donc, c'est clair, vous me suivez, ça va bien? Vous trouvez ça intéressant, j'espère. Vous n'êtes pas en train de dormir. Donc, ça, c'était un premier volet. C'était un petit peu la lecture intuitive. Puis, je vous avais parlé donc de la déprogrammation qui me permet donc, par le pouvoir créateur, hein, de finalement pouvoir amener l'opportunité justement d'influencer la matière. Influencer la matière, on l'a vu que l'épigénétique nous a fait comprendre quelque part qu'on pouvait donc influencer les gènes. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Il y a des recherches en neurosciences qui ont permis de découvrir que simplement par la pensée, on peut influencer les cellules. Il y a des cellules qui ont été mises qu'on a extrait du corps humain, par exemple, et on a pu constater que par la pensée, on pouvait influencer le fonctionnement de la cellule qui se retrouvait là. On a pu voir des plantes, par exemple, qui ont augmenté leur croissance grâce au fait que la conscience se déplaçait avec des pensées bienveillantes. Et les pensées bienveillantes avaient des influences sur certaines plantes, et d'autres plantes qui ne bénéficiaient pas de cette bienveillance-là n'avaient pas la même croissance, avaient une croissance réduite. Donc, on comprend ici que quand je porte une attention vers mon corps, ben, j'ai la capacité de créer dans mon propre corps des choses merveilleuses, tout comme des choses moins merveilleuses. Et ça nous amène à parler de l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est ma capacité que moi j'ai de poser un regard sur mon corps, mais d'une façon préjudiciable. Ben, si je me trouve nul, ben, ma façon de me regarder en dedans de moi, ça va être comment vous pensez? Ben, ça va être celle de l'homme qui se trouve nul. Et évidemment, qu'est-ce que je vais transmettre à mes cellules? Qu'est-ce que je vais transmettre à mon corps? C'est cette nullité-là. Donc, je vais réduire mon fonctionnement biologique, je vais réduire mon rayonnement biolumineux, je vais réduire quelque part ma capacité d'être à l'écoute de qui je suis puis de m'aimer, parce que quelque part, je vais m'empêcher de le faire parce que je ne vais pas me connecter avec tout ça. Donc, vous voyez qu'encore là, qu'on tombe dans un piège assez important. Et c'est là que la déprogrammation est super intéressante parce qu'elle nous rappelle justement que moi, si je me mets dans une position où je cherche à m'aimer, à m'accepter, je suis dans une position de témoin. La position de témoin, qu'est-ce que c'est? C'est une position de neutralité. Alors, je peux me trouver nul à quelque part, et une partie de moi peut me trouver nul. Mais une autre partie de moi va, parce qu'elle a développé un certain travail d'amour d'elle-même, elle va être capable de poser un regard de neutralité sur cette d'autres dimension qui se dit être nulle, et elle va pouvoir lui tendre la main en lui disant, OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans les médias? C'est-à-dire qu'on va commencer justement à rétablir les connexions entre la partie qui commence à s'aimer, qui se tient debout finalement, et l'autre partie, quelque part, qui, elle, s'est effondrée. Et c'est là qu'on commence à comprendre que la notion d'accompagnement, c'est un peu comme une relation d'amitié. La relation d'amitié, c'est que quand on a un bon ami, on lui tend la main, puis lui il nous tend la main, puis il ne nous lâche pas. Alors, l'intuition, c'est un peu ça, c'est un peu la même démarche qu'on cherche à faire pour nous sortir justement de tout ce monde de croyances et de limitations qu'on s'est construit tout au long de notre vie pour accéder à quelque chose de plus rayonnant, de plus lumineux et de plus sain. Et c'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, que cette notion de compassion, quand on parle d'avoir des pensées bienveillantes envers soi, quand on pense avoir de la compassion pour soi, quand on pense à quelque part d'avoir des pensées d'harmonie, etc., on pourrait dire, bon, c'est de l'ésotérisme, je ne sais quoi, mais non, c'est toutes des choses, des aspects de nous qui vont nous permettre, effectivement, de permettre à notre corps de retrouver une situation de plus grand équilibre et de plus grande harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, puis qui va nous permettre justement de se rendre compte que
ces aspects-là vont favoriser le développement de l'intuition puisqu'on va se mettre dans une position de témoin. Et si j'ai de la compassion, mais cette compassion, finalement, ne me met pas dans une position d'engagement avec quelque chose. Au contraire, c'est un peu comme si je me retrouve dans la position de témoin qui me permet de pouvoir interagir et de pouvoir ensuite créer ce que moi j'ai envie de mettre en place. Et quand je dis ce dont moi j'ai envie, évidemment, je mets des petites nuances. C'est pas tant ce dont j'ai envie que tant que ce que mon corps me demande. C'est la chose qui est importante. Comprendre que la tête, ici, elle n'a pas le contrôle sur tout. Mon corps a des besoins, et le cerveau du ventre a des besoins, le cerveau du cœur a des besoins. Et dans ce sens-là, quand j'apprends à accepter la vie qui est en moi, je ne suis pas le patron, je suis un collaborateur de mon corps. Mon corps me dit des choses, puis moi, je dois apprendre à l'écouter, je dois apprendre à tendre à trouver une harmonie avec lui pour que justement tous les cerveaux s'équilibrent et que mon cerveau quantique puisse bénéficier de toutes les possibilités, de toutes les probabilités à lesquelles je m'ouvre à ce moment-là. Et là, ça devient vraiment fort intéressant. Le troisième aspect de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est les soins. Donc, les soins, bien évidemment, souvent, on comprend bien cette logique-là, c'est être capable de transmettre de la lumière. Donc, je l'ai dit que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière. Donc, on peut facilement concevoir que moi, en tant qu'être humain, je peux emmagasiner la lumière en moi. Et emmagasiner la lumière en moi, dans la pratique chamanique, c'est de reconnaître que la Terre est un produit de l'énergie, produit un champ électromagnétique qu'on appelle le champ Schumann, et que moi, grâce à l'imaginaire, je peux me synthétiser à ce champ électromagnétique-là, le faire remonter à mon corps, de façon à ce que je puisse justement bénéficier d'un support, d'un soutien de cette énergie de la Terre, qui va me permettre par la suite de me relier à l'énergie du ciel, qui est donc entre autres le soleil qui émet de la lumière que les cellules absorbent et réémettent. Et de cette façon, je vais devenir comme un genre de canal d'énergie, un genre de canal qui va me permettre de recevoir l'énergie de la Terre, celle du ciel. Je vais rejoindre ces deux énergies-là dans mon cœur. Et de mon cœur, je vais ensuite pouvoir la redistribuer dans mes mains, par exemple, pour ensuite diriger cette lumière-là dans mon corps, ou évidemment, je pourrais la rediriger sur un partenaire si je faisais un soin sur un partenaire. Cette lumière-là que j'ai accumulée devient très intéressante parce que la vie qui se retrouve dans la lumière est une capacité, c'est un révélateur. Si, par exemple, j'ai 5 personnes devant moi avec qui je vais faire un soin, je vais envoyer de la lumière à chacune de ces personnes-là et je vais constater que pour chacune de ces personnes-là, elles vont toutes recevoir de la lumière, mais elles vont recevoir de la lumière d'une façon différente. Pourquoi? Parce qu'on est tous confrontés, nous, en tant qu'êtres humains, on a tous appris à accueillir la vie d'une façon plus ou moins importante. Si quelqu'un est très malade, je peux envoyer de la lumière à cette personne-là et je peux constater que cette personne ne reçoit pas la lumière. Pourquoi elle ne recevrait pas la lumière alors qu'elle est malade en plus? Mais peut-être parce que justement, elle s'est fermée à la lumière, parce qu'elle a perdu la foi envers la vie. Elle a peur de renouer contact avec la vie, parce que si elle renouait contact avec la vie, ce serait bouleversant pour elle, parce que ce serait reprendre contact avec plein de douleurs, plein de souffrances qu'elle a accumulées dans sa vie, puis elle ne le veut pas. Alors, vous voyez que c'est là qu'on commence à comprendre que quand on envoie de la lumière, on rétablit les connexions avec le corps, les connexions avec le cerveau du ventre, le cerveau du cœur, le cerveau de la tête, et que finalement, si la personne n'est pas capable, elle, d'accueillir tout ça, parce que c'est trop douloureux, c'est parce qu'il y a un travail qu'elle n'est pas capable de faire, bien, elle va le refuser. Donc, si on ne tient pas compte de la lecture intuitive et de la déprogrammation lorsqu'on fait un soin énergétique, ben, on perd une somme d'informations importantes pour aider notre partenaire ou s'aider soi-même, puisqu'on a oublié quelque part que simplement envoyer de l'énergie, c'est déjà très bien, mais en même temps, si on ne comprend pas quelque part, on comprend pas bien que l'énergie, à quelque part, ben, elle amène de la vie et que des fois, la vie, ben, à quelque part, on n'en veut pas, nous, en tant qu'être humain. Hein, parce que si on regarde comment on fonctionne en tant qu'être humain, et là, je m'inclus là-dedans, bien sûr, hein, on est tous confrontés au fait que la lumière qui circule dans mon corps, c'est la vie. Et que moi, quelque part, la vie, des fois, elle me fait mal. Elle me fait mal parce que quand j'avais 5 ans, je me suis senti abandonné, par exemple. OK? Ça me fait mal, moi, d'imaginer que la vie pourrait revenir présente dans mon corps si ça vient réanimer cette blessure-là d'abandon. Donc, j'aime mieux, quelque part, fermer la porte de mon corps à la vie. Donc, j'empêche mon corps à recevoir de l'énergie vitale. Et c'est ça, quelque part, qui est intéressant de comprendre, c'est que la pratique intuitive, elle me permet justement de constater que dans la lecture intuitive, elle me permet de comprendre que mon corps souhaite communiquer avec moi, souhaite finalement favoriser des prises de conscience qui m'amènent vers l'amour de moi-même et me permettant de développer une position de témoin de plus en plus capable de recevoir de l'information intuitive qui me permet de grandir puis d'évoluer. La déformation me permet, elle, de me sortir
de mes croyances puis de mes limitations qui animent mon corps. Et c'est pas moi nécessairement que ces croyances-là, ces limitations, c'est que mon corps a pris des choses à son insu, puis ces choses-là font que je suis en désaccord avec la vie qui est en moi. Donc, le travail de déprogrammation va me permettre de libérer tout ça et les soins vont me donner l'opportunité de remettre la lumière pour amener donc un changement et favoriser donc une potentielle santé de façon plus importante dans ma vie. Alors, pour moi, c'est tout ça qui va faire que dans une démarche intuitive, on va développer donc une situation beaucoup plus favorable pour la santé. Puis évidemment, on pourrait maintenant regarder les diverses applications de la lecture intuitive. Je vous avais promis des lectures d'âme. Peut-être qu'on pourrait donc utiliser ces lectures d'âme-là pour pouvoir justement vous parler de comment on peut appliquer le travail de la pleine conscience intuitive dans la vie quotidienne de façon encore plus concrète. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de pouvoir justement faire une petite démonstration, ben, vous me faites signe et puis on va y aller. Donc, il y a Vanessa qui me dit qu'elle le veut bien. OK. Est-ce que tu as un thème particulier, Vanessa, que tu aimerais qu'on regarde? Le professionnel. Bon, évidemment, on va y aller comme d'une façon un peu légère hein, quand même, puisque c'est une démonstration, mais je vais quand même regarder un peu globalement qu'est-ce qui me vient par rapport à toi, Vanessa. Tu vois, la première chose que je te dirais, Vanessa, c'est que dans ton champ énergétique, il y a quelque chose de euh, c'est très étroit dans ta structure énergétique, quelque chose de très, très étroit. Et ça veut donc dire que le rayonnement biolumineux n'est pas dans son expansion. C'est rétroit, donc on est plus à l'aise dans l'idée d'absorber, mais on n'est pas dans une capacité de réémettre facilement. Pour moi, ça touche un peu cette notion que j'ai un grand potentiel comme être humain, mais ce grand potentiel-là, je le rejette, je le refuse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand j'étais enfant, on m'a interdit le droit d'être rayonnante et lumineuse. Donc, je dois m'empêcher d'être rayonnante et lumineuse parce que si je devenais rayonnante et lumineuse, ben, quelque part, on me pointerait du doigt et on me dirait que je suis pas, que je prends trop de place, que je suis trop rayonnante, que je me prends pour une autre. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, un peu comme ça, on avait peur de se mettre dans la lumière parce qu'on voulait quelque part préserver une position qu'on nous a demandé d'avoir, qui est finalement d'être dans l'ombre tout le temps. C'est comme ça que je sens ça un petit peu au prime abord, Vanessa. Donc, pour moi, niveau professionnel, mais je te dirais dans un premier temps que ce qu'on peut voir en tous les cas, c'est que le potentiel évolutif qui est en toi n'est pas pleinement utilisé. Au contraire, tu as plutôt tendance justement à te mettre dans une position où tu inhibes ton potentiel évolutif, comme je viens de présenter. Donc, je ne sais pas si tu as un commentaire à me donner par rapport à ça. Oui, cela me bloque. Donc, on va faire maintenant la déprogrammation qui finalement consiste justement, là, tu viens de voir que dans une démarche intuitive, le fait de questionner nos perceptions intuitives nous amène à comprendre des choses, hein, comme là on vient de faire un travail de connaissance de soi. La lecture intuitive me permet de comprendre davantage ce que mon corps souhaite me communiquer. La déprogrammation va consister justement à donner à mon corps ce qu'il a besoin pour le faire évoluer, progresser. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner maintenant, Vanessa, pour toi. Tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport au niveau, quand on fait la déprogrammation, ce qu'on sent quelque part, c'est qu'il y a quelque part il y a comme un épanouissement que je te dirais qui vient très rapidement dans la déprogrammation quand on te donne justement, c'est comme l'acceptation qui m'était demandée, puis ce que je te donnais, c'est ça. Et puis, ce qu'on voit quelque part, c'est comme si je sentais qu'il y a dans toi quelque chose qui est clair dans ta tête de ce que tu veux faire au niveau professionnel. Puis cet épanouissement-là, il passe par la marginalité. Parce que suivre le chemin classique, ben, quelque part, ce serait le chemin qu'on t'interdit. Donc, passer par un chemin marginal, un chemin quelque part qui ne serait pas conforme à ce que la société propose,
ben, j'ai l'impression que là, tu pourrais te permettre de faire quelque chose de marginal. C'est un peu comme en étant marginal, en prenant un chemin marginal, tu pourrais te permettre de faire une voie marginale, c'est-à-dire une voie dans laquelle tu ne serais pas obligé de te confronter au regard qu'on t'a enseigné qui ne fallait pas que tu aies, hein, c'est-à-dire cette espèce d'épanouissement de ta personne, hein, et que cet épanouissement de ta personne, ben, quelque part, pourrait se faire dans une voie marginale et non pas par une voie conforme, puisque tu te reconnaîtrais à ce moment-là comme quelqu'un qui n'a pas à suivre les pas de la conformité. Et quand on dit, ben, le seul chemin pour moi d'exister, c'est de passer par la conformité, à mon sens, à moi, pour toi, Vanessa, prendre un chemin qui n'est pas conforme, c'est de donner la permission de dire non, je n'irai pas dans la direction que vous m'avez nommée, j'ai envie de prendre un autre chemin, et c'est ce chemin-là que j'ai envie de prendre et qui va m'amener effectivement à commencer à reconnaître que j'ai un but en dedans de moi que j'ai toujours eu. On m'a empêché de le prendre, mais moi, je sais que c'est ça, ce but-là, et j'ai envie de le prendre, et je vais le prendre en prenant des chemins qui ne sont pas des chemins classiques. Les gens pourraient même me regarder et me dire, mais c'est quoi que tu fais là? Tu prends des chemins qui n'ont aucun sens, tu te compliques l'existence, tu prends des voies plus compliquées, mais c'est un peu comme si tu pourrais répondre à ces gens-là, oui, mais je sais ce que je fais, je sais ce que je suis en train de faire, je sais où est-ce que je m'en vais. Toi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez clair là-dedans en toi, à ce niveau-là. Tu es d'accord? Puisque tu dis oui, c'est exactement. Donc, le troisième volet de ça, c'est un peu comme donc, la déprogrammation, tu vois, c'est qu'au départ, on voit l'émission et quand on cherche à déprogrammer, bon, on voit quelque part ce qui est derrière. Ce qu'on voit quelque part, c'est cette forme de ce potentiel d'épanouissement qui est en toi, qui pourrait te permettre vraiment d'amener un changement important dans cette vision-là. Puis le soin, maintenant, qui est le troisième aspect, toi, dans le soin, par contre, toi, ce qu'on voit, tout ça, c'est des pleurs. Comme dès que je commence à mettre un peu d'énergie dans ton corps, il y a des pleurs, puis des découragements, puis des inquiétudes, des angoisses, des anxiétés. Comme ça, quelque part, on avait vraiment l'impression qu'on avait beaucoup besoin d'aide. Toi, comme ça que je sens ça. Euh, Comme s'il y a une fatigue, puis aussi une peur. Tu sais, comme si je te voyais comme j'avance de 2 pas, je recule de 5 pas. Tu vois, comme si la peur faisait qu'on avait très, très peur de progresser, de cheminer dans une certaine direction. Donc, c'est sûr que c'est pas l'aisance, hein, c'est pas facile d'avancer dans des conditions comme celle-là. Et c'est certain que ce que je te dirais, c'est que quand on se demande beaucoup, on crée un stress, hein, parce qu'on se dit, bon, il faut pas que je manque mon coup, il faut que j'avance, il faut que je fasse des grands pas. Alors, moi, je te dirais justement de te permettre de développer ce que j'appelle, moi, les petits pas joyeux. Les petits pas joyeux, c'est faire des petits pas, premièrement. Donc, on s'enlève la pression. Et les petits pas joyeux, c'est des petits pas quelque part dans lesquels on valorise ce qu'on a fait et on est joyeuse de l'avoir fait parce qu'on s'est dit, ben voilà, le plus important de ma vie, c'est pas de me rendre où est-ce que je vais aller. Le plus important, c'est d'être heureuse et joyeuse pour m'y rendre. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour toi, ça, parce que on t'a tellement enseigné à empêcher, à arrêter de respirer pour avancer. On t'a tellement dit que c'était difficile la vie que tu t'es comme complètement bloqué. Et en te bloquant, tu es devenu quelque part chargé émotionnellement parlant par la douleur, la souffrance, la difficulté, et tu te décourages très vite. Et j'ai l'impression que retrouver le plaisir, ça serait déjà un point de départ pour toi à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa, de ça. En ce moment, oui, beaucoup, oui, tout à fait. Donc, tu vois, alors, ce sera un petit peu de sorte. Donc, vous voyez que quand on fait la démarche des 3 volets, quelque part, on se rend bien compte que la lecture intuitive va nous aider justement à mieux comprendre une situation. La déprogrammation va nous permettre de nous sortir quelque part d'une impasse, souvent parce qu'en déprogrammant, on libère quelque chose qui est limité. Et le soin énergétique, ben, va nous permettre de rétablir la lumière pour devenir un peu plus en harmonie avec soi. Donc, Vanessa qui me dit, ben, justement, oui, tout à fait, par l'expérience, je suis d'accord avec vous, je peux être très exigeante avec moi et ça serait sans doute une bonne idée, évidemment, de te donner la permission d'y aller plus mollo à ce sujet-là. C'est ça que je t'encouragerais donc à faire, Vanessa. OK, donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont fait la demande, donc je vais regarder aussi quelle heure il est, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. OK, OK, on a le temps. Donc, la personne qui m'avait été demandé de faire, c'est Noël Angélique. J'ai tapé plein de boutons depuis hier sur mon corps. Alors, évidemment, je vais mettre une chose au clair là-dessus. Euh, Puis il y a Sylvie que j'ai pas oublié, je reviendrai vers toi, Sylvie, après, parce que là, je viens de voir que je t'ai oublié. Donc, Noël qui me demande, j'ai attrapé plein de boutons depuis hier sur mon corps. Évidemment, c'est pas une évaluation médicale que je vais faire. Je suis pas médecin, donc c'est donc un médecin qui devrait
pouvoir dire ce qu'il en est à ce sujet-là. Ceci dit, moi, je vais simplement prendre le temps quelque part d'évaluer ce que je perçois de ça et concernant le potentiel santé qui est associé à ça. Pour toi, Noël, donc je vais regarder ça. Ben, tu vois, la première chose que je te dirais, c'est, moi, ce que je sens en tous les cas, c'est que il y a quelque chose en toi, on va l'appeler comme ça, de la colère, de la frustration, du mécontentement, de l'irritabilité, et qu'on sent que l'énergie est de l'interne vers l'externe. Donc, pour moi, l'expression de ce que tu me parles au niveau de la peau, ce serait sans doute relié justement à cette tension qui est en toi, qui pousse vers l'extérieur, et un peu comme quelqu'un qui aurait envie de dire, je veux être repoussante, hein, je veux repousser les autres aussi. Parce que quelque part, j'en ai marre finalement qu'on vienne me faire du mal. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui est naïf, euh, qui voit une personne lui tendre la main, elle pense que cette personne-là, ben, elle va lui tendre la main naïvement, puis que finalement, elle se rend compte que cette autre personne-là, ben, elle n'est pas là pour lui faire justement faire des choses gentilles, mais elle est peut-être là pour lui faire du mal. Alors, évidemment, là, c'est une grande caricature que je fais. Hein. C'est pas, les gens ne sont pas nécessairement méchants à 100%, mais on peut ressentir effectivement quelquefois que des gens puissent nous blesser parce qu'on leur a fait confiance naïvement, peut-être trop, et on s'est fait avoir en fin de compte. Et j'ai l'impression que chez toi, quelque part, on a besoin de, de retrouver à quelque part ce que moi j'appellerais, je vais exagérer comme ça, mais la beauté. C'est l'image de la beauté, comme ça que je pourrais le décrire. Puis l'image de beauté, c'est quelque chose qui est harmonieux et qui en même temps relie à une forme de fermeté. Tantôt, on a parlé de l'amour de soi. Dans ton cas, je pense que l'amour de soi est quelque chose d'important parce que tu es quelqu'un qui a pu, donc, euh, tu sais, on peut se retrouver dans une position quelque part où on a l'impression qu'on a une certaine valeur. Cette valeur-là, elle est déterminée par quoi? Elle n'est pas déterminée par le cœur ou notre monde intérieur, elle est déterminée par l'extérieur qui nous dit, ah, t'es belle ou t'es beau, t'as du charme, t'as pas de charme, bon, qui va déterminer quelque part que c'est l'extérieur qui détermine la valeur de ce qu'on est. Et dans ces conditions-là, on peut vraiment se faire piéger par cette impression-là, parce que quelque part, on a toujours l'impression que le seul moyen pour nous d'exister, c'est que les autres nous donnent une évaluation juste, hein, qui est celle qu'on veut entendre, puis que finalement, on se retrouve dans une position où on devient dépendant du monde extérieur. Et cette dépendance-là, c'est ça qui va faire que parce que quelqu'un nous dit ah, t'es belle ou t'es beau, ben, on a l'impression que parce que la personne nous dit ça, ben, on peut lui faire confiance, on peut s'abandonner à cette personne-là. Puis finalement, c'est là qu'on peut être blessé. Et j'ai l'impression que renouer contact avec sa beauté intérieure, c'est ne plus être dans une relation où l'extérieur nous dit qu'on est beau ou qu'on est belle, mais de se retrouver dans une position où nous, on reconnaît ce désir quelque part de nous trouver beaux et belles, hein, et de nous trouver dans une position où on ne laisse plus l'extérieur nous décider pour nous de qui on est, c'est-à-dire si on est bien ou on est belle ou pas belle, tu vois, ou beau ou pas beau. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à toi, à ce sujet-là. Je vais aller voir qu'est-ce qui est... Je ne sais pas si tu as des messages qui étaient dit. Non, je n'ai pas vu encore de réponse de la part de la personne concernant les boutons. Donc, si tu peux me donner un commentaire, ce serait pas mal. C'est Noël Angélique. Avec qui j'ai une première information. Donc, si je n'ai pas de réponse, ben, je sais bien continuer, puis tu pourras revenir sur le commentaire, sur ce que j'ai de te dire. Oui, ça me parle, l'image de moi-même. Oui, tout à fait. Puis cette image-là de toi-même, ben, on va la retravailler maintenant avec la déprogrammation. Donc là, c'est le constat qu'on vient de faire, puis une première somme d'informations qui nous permet de mieux comprendre qui on est. C'est ça un peu dans ce sens-là que quand on se dit c'est en quoi ça peut être utile l'intuition, ben, l'intuition, elle me permet de commencer à porter une attention sur des symptômes, par exemple des boutons, et parce qu'on a ces symptômes-là, ben, on peut effectivement questionner la raison d'être de ces boutons-là, qui nous reflètent à quelque part un petit peu ce que j'ai présenté et qui nous amène donc à la deuxième étape, la déprogramation, qui va consister justement à tendre la main à notre corps pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider dans l'immédiat pour changer la situation. C'est ça que je vais chercher à faire maintenant. Mais tu vois, ce que je sens, c'est un peu comme la poudre de perlimpinpin qui me demandait. C'est drôle à dire, une poudre de perlimpinpin, c'est un peu une poudre magique, hein? Et la poudre de perlimpinpin, qu'est-ce qu'elle change sur ton corps? C'est qu'elle change en quelque part ta sensibilité envers toi-même. Pour moi, quelque part, tu sais, quand on dit je me trouve belle ou je me trouve beau, ben, on peut se dire ça intellectuellement parlant. Mais quand on reconnaît ça dans le corps, on ne se comporte pas
c'est pas juste dans notre tête que que ça change quelque chose, c'est dans notre corps. C'est-à-dire que quand je me trouve belle, ben, quand je me trouve belle, ben, je me trouve beau, ben, j'ai pas envie à quelque part qu'on me touche d'une certaine façon. J'ai pas envie à quelque part qu'on se comporte avec moi d'une certaine façon. J'ai pas envie d'accepter un certain nombre de choses. J'ai envie à quelque part de me mettre dans des situations quelque part où je sens quelque part que je m'apprécie, que je m'aime, que je suis apprécié, que je suis aimé. Alors, il y a quelque chose de précieux là-dedans. On devient un peu précieux. On devient quelqu'un quelque part qui n'est plus, on n'est pas une personne avec qui on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on devient une personne qui devient exigeante en quelque part parce qu'on comprend qu'on n'est pas n'importe qui. Et parce qu'on comprend qu'on n'est pas n'importe qui, ben on ne laisse pas n'importe qui se présenter à nous puis interagir avec nous parce qu'on reconnaît qu'on a besoin d'un certain nombre de choses pour se sentir en harmonie avec soi, puis qu'on a envie quelque part que les autres ben, soient en harmonie avec nous aussi par le fait même. Donc j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là chez toi qui serait sans doute à développer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noël Angélique, que tu me reviens là-dessus. On va passer à l'étape 3, qui est donc le soin, toujours pour un petit peu aller, pour voir un petit peu qu'est-ce qui en résulte. Toi, ce que je sens quand on amène de l'énergie chez toi, ensuite, ça va confirmer un peu ce que je viens de te dire. C'est un peu comme si tu as de la difficulté à recevoir l'amour. Comme si, à quelque part, l'amour, quelque part chez toi, c'est quelque chose. Tu sais, quand je parle de l'amour, je parle de l'amour de toi qui rayonne vers l'extérieur, tu vois. Et cet amour qui rayonne vers l'extérieur, c'est gênant. C'est gênant parce que tu prends de la place, parce que tu es prétentieuse, parce que tu te trouves belle, parce que tu te trouves. Tu sais, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Ah, bien sûr qu'on c'est correct de se trouver beau et de se trouver belle, mais il y a des croyances des fois en nous qui nous amènent à nous dire, il ne faut surtout pas que je sois comme ça parce que quelque part, on pourrait m'imaginer que je me prends pour une autre, etc. Et j'ai l'impression que c'est ça, quelque part, il faut que tu apprennes maintenant à assumer. Puis assumer ça, c'est pas être, se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est se prendre pour qui on est. Parce que quand on a un sens de l'esthétique en l'intérieur de soi et qu'on reconnaît quelque part que ce sens de l'esthétique nous amène à avoir des besoins, à avoir des désirs qui font qu'on a besoin de respecter tout ça pour être en harmonie avec nous-mêmes, on n'est pas dans la prétention, on est dans l'acceptation de soi. Ça me fait référence, évidemment, à ce que je vous ai parlé tantôt avec le cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, finalement, il a des pulsions, lui. Ces pulsions-là, quelque part, c'est pas nous qui avons choisi de les avoir. Ces pulsions-là sont là. Et on doit les accueillir, puis les accepter. Puis c'est comme ça qu'on arrive justement à être davantage capable d'assumer des aspects de nous qu'on pourrait trouver gênants de faire, d'avoir, parce qu'on pourrait se dire, mais non, il ne faut pas que je sois comme ça, etc. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à te dire, Noël, qui me dit, oui, ça relie l'amour de soi, le respect finalement. Oui, c'est exactement ça. Donc, je te remercie, Noël. Ah, évidemment, donc, tu l'as compris, bon, les boutons, on n'a pas été dans le détail, on n'a pas été dans le processus de la maladie comme tel, mais plus mettre en évidence le symbolique qui est associé à ça. Et ça peut être évidemment intéressant, puisqu'évidemment, quand on va voir un médecin ou quand on va voir un naturopathe ou des consultants comme ça, bien évidemment, eux vont nous soigner sur l'aspect plus de la physiologie du corps, alors que dans ce cas-ci, bien évidemment, j'ai plus présenté l'aspect plus psycho-émotionnel qui peut être associé à une problématique comme celle-là. Donc, je te remercie, Noël Angélique. J'avais une personne que j'avais tout à l'heure manqué, donc je vais l'avoir. C'était Sylvie. Euh, Boutaché. Donc, mon corps me parle beaucoup, il me raconte quoi? OK, puis ensuite, il y aura Laure que je vais également voir, puis il y a Céline aussi que j'irai voir également. Donc, c'est les gens que j'avais manqués au départ. Donc, Sylvie, moi aussi, mon corps me parle beaucoup, il me raconte quoi? Mais tu vois, la chose que je te dirais, Sylvie, la première chose, c'est que moi, quand je perçois ton énergie, hein, c'est deux jambes qui s'écartèlent. Tu vois, comme s'il y avait une espèce d'écartèlement qui est beaucoup pour moi relié à de la peur ou de l'insécurité, une impression justement. Tu sais, il y a la souplesse là-dedans. La souplesse, c'est quelque chose d'une qualité, être souple. Mais la souplesse, à quelque part, a une limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être souple perpétuellement. On doit être souple parce que la vie nous demande la souplesse, mais on doit à un moment donné être capable de reconnaître ce que nous on veut, ce que nous on ne veut pas, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et la souplesse, bien évidemment, nous permet de nous adapter jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'adaptabilité, on l'a tous à un niveau plus ou moins important en chacun de nous, mais évidemment, si ça va trop loin, l'adaptabilité, bien, ça devient un problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une impasse. L'impasse, c'est un peu comme si, à quelque part, on n'était plus capable de faire face à la vie
parce que justement, la vie nous a amené à nous adapter à un point tel que si ça continue, ben, on va finalement on va se couper en morceaux. Tu sais, on va se déchirer en deux. On ne peut pas le faire. On ne peut plus arriver à s'adapter à ce moment-là. C'est ça un petit peu que je sens de toi dans un premier temps à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, si tu veux me donner un commentaire par rapport à ça, ce serait appréciable pour qu'on puisse avancer pour Sylvie. Donc, c'était pour la première chose que j'avais à lui dire. Ensuite, évidemment, on passe à la déprogrammation, qui est le deuxième aspect de la pratique. Donc, voilà, je pense qu'elle me donne. Oui, ça me parle. Donc, OK, on va passer avec la déprogrammation maintenant, qui consiste justement à libérer donc, la programmation, la croyance qu'on vient de voir, hein, pour nous permettre justement d'aller plus loin dans le processus. En tout cas, c'est la douceur que je sens que le corps a besoin. Et quand je donne la douceur, la première chose qui ressort, c'est beaucoup d'émotions. Comme un deuil. Tu sais, quand on dit, par exemple, je suis en train de quitter quelque chose pour accéder à autre chose. Alors, évidemment, ce que je dis là, quelque part, n'est pas une vérité absolue. Hein, c'est comme un regard que je porte là-dessus. Mais ça veut donc dire, quelque part, quand dans toi, il y a quelque chose qui t'a digéré par rapport à cette idée que il y a quelque chose qui est en train de changer en toi et qui t'amène à te dire, mais ça, c'est plus acceptable, ça ne me convient plus, je ne peux plus aller dans cette direction-là, c'est plus acceptable, je dois changer la situation. Donc, c'est certain que ça demande un deuil de faire ça, parce que ça nous oblige justement à constater que cette adaptabilité que l'on avait, ben, finalement, elle n'a pas sa raison d'être, puisque finalement, on se rend compte que c'est plus acceptable, point de la ligne. Donc, l'adaptabilité, c'est plus acceptable, donc on change de façon de voir les choses et ça nous ramène à une forme de fermeté. Et la fermeté nous ramène à l'amour de soi. C'est-à-dire que si moi, je commence à reconnaître que je m'aime, ben, inévitablement, je change ma façon d'envisager ma relation avec mon entourage. Et cette façon de changer ma relation avec mon entourage, c'est de commencer à reconnaître que moi, j'ai envie de trouver une voie de plus en plus positive envers ma propre vie. Tu vois, j'ai plus envie à quelque part de me perdre dans mon extérieur pour chercher à plaire à celui-ci. J'ai envie de me retrouver moi dans mon propre bonheur à moi, finalement. Je ne sais pas comment tu vois ça, Sylvie, à ce niveau-là. Puis ensuite, le troisième étape, ça va être évidemment le soin qu'on va chercher à faire suite à ça. Ça m'appelle vraiment merci. OK. Donc, le troisième aspect, c'est évidemment le soin, qui est donc qu'on fait très simplement, évidemment, puisqu'on le soin, donc, qu'est-ce qui a pour objectif, celui-ci, c'est de remettre la lumière, donc de remettre de la vie dans le corps pour chercher à rétablir la lumière pour qu'il y ait une réorganisation énergétique qui soit de plus en plus harmonieuse. Donc, on va regarder ça. Ah, c'est un peu comme quand la circulation énergétique se manifeste chez toi, on voit tout de suite comme de la colère. La colère, c'est un peu comme le sentiment de se rendre compte qu'on est en colère. Pourquoi on est en colère? Mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été acceptables, qui ont été réalisées à notre égard. Puis qu'on était plus ou moins conscient de ça parce qu'on avait été un peu comme dans la réflexion, en se disant, ben, c'est pas si grave que ça ne me dérange pas tant que ça, je peux bien m'adapter, je peux bien l'accepter. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est une qualité. Et quand on se retrouve dans une position d'adaptabilité, c'est quelque chose de bien en général. Sauf, comme je disais tantôt, quand ça dépasse les bornes, ben, on n'est plus capable de trouver un sens à l'adaptation parce qu'évidemment, on se rend compte quand dans nous, notre corps nous dit non. Et ça en revient encore à l'idée du cerveau du ventre. Quand le cerveau du ventre, à quelque part, il n'est pas de bonne humeur parce que justement, ça a été trop loin, on a vécu une forme d'intrusion. Ben, quelque part, ça ne prend pas de temps que ça ne fonctionne pas, que le cerveau doit accepter justement. Lui a beau vouloir s'adapter, le cerveau. Le corps, lui, s'il dit non, ça ne marchera pas. Et puis, c'est un jour ou l'autre, mais le corps va être tellement, va parler tellement fort qu'on va être obligé d'écouter. Et je pense que c'est à cette étape-là que tu es rendue, Sylvie, que tu as besoin maintenant de te remettre en relation avec ton corps, ton ventre, pour lui donner la permission d'exister et de te mettre dans une position de plus grande acceptation de cette fermeté qui est en toi. Alors, on ne parle plus d'adaptabilité, mais on parle vraiment d'une personne qui est ferme, qui reconnaît ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour elle. Et je pense que c'est une bonne chose pour toi de te donner cette permission-là de l'assumer. Est-ce que ça te va, Sylvie, pour cette étape-ci?
Ensuite, bon, je vais laisser Sylvie me répondre, puis je vais ensuite aller vers les personnes que je n'avais pas faites tout à l'heure. Ben, c'est incroyable, merci, c'était sympa, j'ai besoin de poser tout ça. Oui, bien sûr, l'objectif évident, c'est de partager, puis à partir de là, bien évidemment, ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est ça un peu l'idée, hein. Puis, comme je dis, c'est sans prétention, donc on y va en regardant ce que j'ai dit dans le contexte, en se disant, OK, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que moi je pense. Tu sais, je ne vous dis pas que j'ai la vérité infuse. Donc, je pense que c'est important quelque part de laisser, de s'approprier l'information, de se sentir confortable avec ce que moi je dis, mais se sentir confortable avec comment on se sent, nous, par rapport à ce que je dis. Je pense que c'est important aussi de bien saisir ça, hein. Donc, on va poursuivre nos petits voyages, parce que vous l'avez compris que là, on touche divers sujets, mais finalement, dans une pratique intuitive personnelle, c'est exactement la même chose qu'on va chercher à faire, c'est-à-dire qu'on va apprendre, évidemment, à voyager dans notre corps, puis constater qu'il y a des signaux, des manifestations qui sont présentes, et on apprend donc à établir une relation avec ceux-ci, là. C'est pas tellement étranger à ce que je fais là. Et même que je donne un cours ce week-end, le week-end passé, puis j'avais une étudiante qui avait déjà suivi la formation avec moi, qui reprenait le week-end pour le plaisir. Puis elle me disait justement que c'était beaucoup plus difficile pour elle de faire un travail sur elle que de faire un travail sur un partenaire. Alors, c'est curieux parce qu'on a l'impression que faire un travail sur une autre personne, c'est plus difficile, alors que finalement, la pratique intuitive est sans doute beaucoup plus facile à faire sur une autre personne parce que justement, l'autre personne, c'est un monde étranger, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors que quand je l'applique sur moi, ben, je dois accepter de voyager en moi, alors que j'ai plein de façons de me regarder, de plein de croyances que j'ai, plein de convictions sont en moi. Donc, je dois apprendre à accepter d'être dans une position de témoin, de discuter avec ces perceptions qui sont en moi et d'apprendre justement à me libérer de ce contrôle que j'ai établi avec moi-même pour accéder justement à ma vérité. Et c'est ça un peu le voyage de la pratique intuitive, hein. Et ça peut être très intéressant de l'envisager parce qu'évidemment, ça nous sort complètement de tout un monde confortable qu'on avait établi, mais qui peut effectivement nous endormir puis nous éloigner de qui nous sommes réellement. Il y a Laura que je voulais regarder. Donc, je veux bien aussi, merci, je voudrais faire la paix avec mon corps, qu'on travaille main dans la main. Je pense que tu es revenu aussi, Laura, avec un autre commentaire à un moment donné que j'ai vu passer. Euh, oui, je vais bien aussi, mais je dois faire la paix avec mon corps, qu'on travaille main dans la main, et j'ai besoin de le reconstruire. Donc, OK, c'est bien. On va regarder qu'est-ce qui ressort de cela. Mais tu vois, la première image que je vois de toi, Laura, puis là, évidemment, c'est une image caricaturale que je vais te nommer, OK? C'est une image d'une femme qui a les cheveux très gras, je vais dire ça comme ça, très gras et qui a l'air très, très malheureuse. Et il y a quelque chose là-dedans de triste parce que il y a, tu sais, qu'on était maltraité. Il y a quelque chose de la maltraitance. Quand on était maltraité, ben c'est ça, une femme maltraitée qui a donc une souffrance et qui a le sentiment d'isolement aussi. Donc, une forme elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Donc, quelque chose là-dedans de pas très heureux comme scène. Et quand j'ai interagi avec elle, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est qu'elle se sent seule parce que quelque part, elle n'a jamais été aimée comme elle l'aurait voulu ou comme elle l'aurait souhaité. Donc, il y a quelque part, une forme de vide aussi là-dedans. Et cet appauvrissement-là, je sens ça un peu comme un manque d'amour envers soi aussi, hein, comme quelqu'un qui a appris à ne pas s'aimer parce qu'elle a l'impression justement que elle a appris à ne pas s'aimer parce que justement, d'une certaine façon, elle ne mérite pas d'être aimée parce que justement, elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui lui apporter l'amour. Donc, c'est peut-être parce que c'est elle le problème. Soit c'est un peu comme ça que je perçois ça. Donc, ça, c'est une première chose que je dirais concernant Laura. Alors, on va essayer maintenant de faire des prémations. D'abord, je vais te demander si tu as un commentaire à donner, Laura, pour cela. Puis, je vais donc ensuite faire des prémations. Oui, ça me parle tout à fait. Alors, tu vois, pour la dépromation, tu vois, ce que je sens, c'est que comme s'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient demandées en même temps. C'est comme s'il y avait plusieurs demandes en même temps qui étaient demandées parce que cette image-là de toi que je perçois, ben, elle est très, euh, elle est très agitée. Puis elle est très agitée, puis elle a comme plusieurs émotions quelque part qui l'animent. Et c'est un peu comme si les demandes étaient plus importantes. Puis j'en vois donc ces demandes-là qui ont été faites.
Puis ce qu'on voit quelque part de cette femme-là, c'est un peu comme si elle tombait par terre et elle se brisait en deux, un peu comme un genre d'œuf qui se casse. Et lorsque l'œuf casse, ben, il apparaît une petite fille toute blonde, toute petite, mais toute dynamique, qui sort de l'œuf, qui est beaucoup plus vivante et qui s'intéresse à plein de choses. Et elle s'intéresse à plein de choses, sauf qu'il y a quelqu'un qui a une baguette qui lui frappe les mains et qui lui rappelle quelque part qu'elle ne doit pas faire ceci, qu'elle ne doit pas faire cela, qu'elle ne doit pas faire ceci, qu'elle ne doit pas faire cela. Donc, il y a une espèce de contrôle. Et la petite fille, à quelque part, ne peut pas se. Elle est très curieuse, elle est pleine de vie, elle est pleine de dynamisme, mais elle ne peut pas se permettre donc d'épanouir ce dynamisme-là parce qu'elle a l'impression qu'on l'empêche de pouvoir vraiment toucher toutes les cordes qui l'animent, toute son envie qui est reliée à la vie qu'elle a envie d'exprimer. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, on va approfondir là-dessus aussi. Ça, ce que je sens aussi là-dedans, c'est que la petite fille, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a envie, elle, de se réapproprier le droit, d'assumer son droit à faire des choses qui sont interdites. Alors, se donner, quand on dit faire des choses interdites, c'est pas des choses interdites dans le sens là, moralement inacceptable, etc. C'est plus à quelque part comme se réapproprier le droit de se dire, ben tiens, moi, je vais évaluer qu'est-ce qui me fait du bien. Si ça me fait du bien d'aller à gauche, je vais aller à gauche. Si ça me fait du bien d'aller à droite, je vais aller à droite. Comme si à quelque part on t'avait enseigné, toi, de dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, sans te demander ou sans t'expliquer, en fin de compte, pourquoi tu ne vas pas le faire. Puis surtout, si c'était une bonne chose que tu ne le fasses pas, tu vois. Tu sais, des fois, quelque part, quelqu'un aurait envie de faire quelque chose, puis ça serait très bien qu'il le fasse. Mais si on est plein de contrôle sur cette personne-là, puis qu'on lui dit, il faut surtout pas que tu le fasses, ben, la personne ne le fera pas, sauf qu'elle ne se permettra pas, elle, de s'épanouir, elle, si elle ne fait pas quelque chose qui lui permettrait de s'épanouir. Donc, tu vois, il y a quelque chose une forme d'inhibition que je sens qui s'est construite de cette façon-là, et que je sens quelque part que le besoin pour toi, quelque part, pour de l'épanouissement, c'est de commencer à te donner la permission d'oser faire des choses que tu pourrais ressentir comme étant associées à quelque chose que tu ne devrais pas faire. Et pour moi, ça touche l'autonomie, ça touche la liberté. Tu sais, quand on dit, par exemple, tu n'as pas le droit d'être heureux, ben moi, je vais décider d'être heureux. Même si on m'a interdit d'être heureux, ben je vais être quand même heureux. Tu vois, ça peut faire partie des thèmes explorer pour toi. Hein. C'est un peu comme ça, quelque part, tu avais appris à t'identifier à une souffrance, puis en te disant, ben, c'est ça qu'on m'a dit d'être souffrante, alors que fondamentalement, il y a une petite fille en toi qui n'est pas du tout souffrante, puis qui a envie de vivre la vie comme elle l'entend, puis comme elle le veut, mais à ce moment-là, pour qu'elle s'exprime, cette petite fille-là, il lui faut quelque part se sortir de la prison qu'on lui a enseignée, dans laquelle on l'a mise. Donc, il y a une forme de rébellion, une forme de révolte, et je pense que cette rébellion-là, ben, quelque part, est importante pour toi. Et ça serait sans doute intéressant pour toi de prendre un papier et un crayon et de regarder tout ce que tu aurais envie de faire justement dans ta vie, que normalement tu ne pourrais pas avoir le droit de faire selon tes croyances, mais que tu te permettrais de faire, ce serait sans doute très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Laura? OK, oui, je suis contrôlante avec moi dessus mes besoins, même si je les entends. Alors, moi, je te dirais justement de te permettre, si tu les entends, justement, ce qui est déjà une bonne chose, hein, ça veut donc dire que tu as des besoins et ce serait sans doute intéressant pour toi de te permettre de l'explorer, ces besoins-là, et de voir comment tu te sens quand tu te permets justement de te laisser aller dans ces besoins-là. Parce que moi, je pense que qu'est-ce qui te fait peur, c'est que cette petite fille-là, qui est libre, en fait, hein, mais elle va complètement aller à l'encontre de l'image qu'on t'a enseigné d'avoir. Et ça te fait peur parce que c'est comme si tu allais mourir. Il y a une facette de toi qui allait mourir. Et cette facette de toi qui allait mourir, c'est celle à qui on interdit un tas de choses et qui va mourir parce que justement, elle n'a plus à exister. C'est ça qu'il faut comprendre, hein? Puisque l'autre qui va exister, mais c'est celle qui va se donner la permission de commencer à jouir de la vie. Et jouir de la vie, mais ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas interdit de jouir de la vie. Et jouir de la vie, mais quelque part, c'est une façon pour nous de nous réapproprier le droit à l'existence. Et je pense que ça serait quelque chose d'intéressant pour toi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a donc la troisième étape qui est le soin maintenant qu'on pourrait regarder également. Tu sais, quand on établit le soin, ce qu'on voit quelque part, c'est j'ai plus envie quelque part de m'interdire. Tu vois, c'est comme si la circulation énergétique te mettait en contact avec l'idée que tu t'étais interdit à plein de choses, puis que finalement, dans la région du ventre plus particulièrement, qui est donc le cerveau du ventre, hein, il y a quelque part quelque chose tu sais, comme un enfant
avec qui on a été très sévère, puis que l'enfant qui a été tellement sévère, bien évidemment, son dimension animale ou primitive là, a été inhibée, un peu comme un chien à qui on est sévère avec lui, mais le chien va avoir la queue entre les deux jambes, puis il va toujours avoir peur. Alors, évidemment, je ne te compare pas à un chien, mais c'est une image, évidemment, qui correspond à l'idée que quand on a peur, ben, quelque part, on est tout le temps dans une espèce de croyance limitative qui nous ramène à l'interdiction de plein de choses. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que tu dois te redonner à quelque part accès, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a un monde dans toi qui existe, qui a envie de vivre, qui a envie d'exister et qui a surtout plus envie de se priver de ce bonheur-là. Et c'est dans ce sens-là que tu es dans un apprentissage pour te donner cette possibilité-là, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura, de ça. Donc, Laura, si tu peux me... Oui, je suis d'accord, beaucoup de peur en effet. Alors, évidemment, bon, on ne peut pas poursuivre tellement plus que ça, mais ça donne quand même déjà une idée, je pense, Laura, de ce que tu pourrais faire comme travail. Donc, je te remercie de ta participation. On va aller voir maintenant euh, l'autre personne que je voulais regarder. On va aller voir ça. Il y avait Lucille, qui, je ne sais pas si je l'ai fait, Lucille, je ne crois pas que je l'avais fait, Lucille. Merci à toi, Laura. Donc, si Lucille est toujours présente dans la salle, qu'elle se manifeste là, pour qu'on puisse, je suis là. Donc, est-ce qu'il y a un thème particulier que tu veux qu'on regarde avec toi, Lucille, ou je me laisse simplement guider par ce qui est présent? Donc, Lucille, c'est quelque chose que tu veux qu'on regarde, ou je me laisse guider? Je vais simplement partir de ce qui est là, puis on va regarder ça. Bon, la première chose dont te parler, on va l'explorer ensemble. Je n'ai pas des convictions, des absolus par rapport à ce que je vais te dire. Mais la première chose, quand je vois, c'est un peu comme la notion d'enceinte, une femme enceinte. Tu vois. Une femme enceinte, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être la naissance d'un enfant, porter un enfant. Ça peut être un projet, mais il y a un malaise là-dedans. C'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise. Comme si la notion de femme n'est pas confortable pour toi. Comme ça, quelque part, euh, être une femme, c'est, entre guillemets, être responsable. Pour moi, ça, tu portes en toi des responsabilités qui viennent de tes parents, de ta mère, plus particulièrement, et des femmes de ta lignée. Hein. C'est un peu comme la notion de responsabilité. Avoir un enfant, c'est responsable, c'est lourd, c'est pénible, c'est pas drôle. Et à quelque part, on perd le sex appeal d'une femme. La femme perd de sa beauté, perd de plein de choses. Donc, l'idée de la grossesse et tout ça, c'est comme quelque chose, évidemment, qui en crée de l'angoisse et qui te met dans une position de dualité entre l'idée d'être une femme, je vais dire ça comme ça, c'est une femme sexée. Une femme sexée, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, on va dire ça comme ça. Une femme qui a un enfant, ben, quelque part, ben, c'est plus une femme sexée, c'est plus une femme, c'est plus une femme, en fait. Dans la croyance, hein, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, Lucille. Étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas d'enfant, n'en souhaite pas, mais j'avais vu, mais jamais vu sous cet angle. Ben, en tout cas, moi, c'est ça un petit peu que je perçois. Maintenant, on va poursuivre, si tu veux bien. On va explorer ça. On va voir vers quoi ça va nous amener. Donc, on va regarder des programmations pour voir un petit peu plus loin. Toi, ce que je sens aussi, c'est cette notion, toute la femme enceinte. Tu sais, quand on dit, par exemple, je porte un enfant, j'en veux pas d'enfant, pourquoi j'en veux pas d'enfant? Parce que si j'ai un enfant, on pourrait me l'enlever. Hein, ça pourrait être, par exemple, j'ai un mari, le mari, ça va plus bien, il pourrait m'en s'en aller avec mon enfant. Tu sais, comme ça, quelque part, il y a quelque chose, un traumatisme, comme ça que je pourrais le décrire. Et ce traumatisme-là, quelque part, il est en liaison aussi avec la femme
Euh, la femme qui est diminuée, parce que si elle n'a plus d'enfant, parce qu'en plus, on a un enfant, on n'est plus déjà une femme. En plus, si on se le fait enlever, l'enfant, ben, l'enfant, ben, à quelque part, on n'est plus rien. Hein, tu vois, quelque part, il y a comme un espèce de traumatisme associé à ça. Puis c'est certain que moi, ce que je sens qui vient avec cette idée-là, c'est toute la division de la femme. C'est t'es qui, toi, finalement? T'es une femme, on est d'accord, sans aucun doute, mais l'idée d'être une femme, finalement, implique à quelque part comme une, euh, une position qui touche la maternité. Puis la maternité n'implique pas que tu es un enfant comme tel, hein, mais ça pourrait aussi te permettre également de, de reconnaître à quelque part quand dans toi, il y a quelque chose de l'ordre du respect. Le respect, c'est important parce que dans une relation amoureuse, on n'est peut-être pas même si on n'a pas d'enfant, la notion de respect, c'est qu'un homme, une femme, par exemple, euh, la sexualité, l'affectivité, la tendresse, le respect mutuel de deux personnes, ça touche à quelque part quelque chose de l'ordre de moi, je te fais confiance, tu me fais confiance, parce que puis on est en harmonie, puis on est bien, parce que on s'est construit une confiance mutuelle. Quand on n'a plus cette confiance mutuelle-là, quelquefois, ce qui arrive, c'est qu'une des deux personnes peut prendre possession de l'autre. Et en prenant possession de l'autre, ben, quelque part, on a l'impression, quelque part, qu'on ne se possède pas à un point tel que l'autre, finalement, nous domine. Et sans parler, et c'est là que ça touche cette notion de mère-enfant, c'est-à-dire que quand on est nous-mêmes une adulte, mais qu'on est possédé par quelqu'un et on est à quelque part possédé par cette personne-là, donc on a l'impression que à quelque part cette personne possède quelque chose qui ne lui appartient pas et qui pourrait être notre enfant intérieur, qui pourrait être une facette de soi, qui est un enfant qui n'a jamais eu la chance à quelque part d'être accueilli, d'être reconnu comme il l'aurait souhaité en tant qu'enfant, parce qu'à quelque part il n'était pas aimé comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait voulu, parce que justement la personne qui a donné naissance à cet enfant-là a eu l'impression qu'elle a perdu sa féminité au moment où elle a eu cet enfant-là, puis elle est tombée peut-être pas en dépression, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est un peu comme ça que je perçois ça, Lucille. Je ne sais pas ce que tu en penses concernant ce que je viens de te dire. Lionel qui me dit, c'est fou comme les messages transmis aux autres participants résonnent aussi avec moi aussi. Donc, c'est vrai, effectivement, que ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans ces genres de situations-là, c'est que ça devient un peu comme une espèce d'information quelque part ou dans lequel on peut se reconnaître dans plein de cas. Il y a Lucille qui me dit, je ressens effectivement que si je devais avoir un enfant, cette peur serait forte. Et, maintenant, et même que d'acceptation de la personnalité en tant qu'enfant. Oui, puis c'est ça, puis c'est peut-être là que moi j'aimerais t'amener dans le sens que, je sais pas, mais face à ta relation, aux relations que tu peux avoir avec l'extérieur, avec les gens autour de toi, d'évaluer justement cet enfant à l'intérieur qui est en toi, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que c'est un enfant quelque part que tu apprends donc à assumer dans sa propre liberté? Parce qu'en tant que femme, ben, une femme, elle a un enfant intérieur, ben, l'enfant intérieur lui donne le sentiment quelque part d'envie de dire, ben, moi, j'ai envie que tu prennes soin de moi. L'enfant intérieur me dit à moi que j'ai envie que tu prennes soin de moi, j'ai envie que tu m'aimes, j'ai envie que tu me donnes de l'importance. Puis, à quelque part, si tu ne me donnes pas cette importance-là, ben, quelque part, c'est peut-être possible que ce soit les autres qui prennent cet enfant intérieur, puis qui en font quelque chose qui n'est pas moi, puis que moi, finalement, je me sens diminué, je me sens humilié, même à la limite parce que cette personne-là, quelque part, fait quelque chose de moi qui ne me ressemble pas. Donc, l'enfant intérieur il pleure, puis il me dit, hey, Lucille, reviens vers moi, là, parce que j'ai envie quelque part que tu prennes soin de moi. J'ai pas envie quelque part que les gens qui sont autour de toi ben, fassent des choses que j'ai pas envie d'être. Moi, j'ai pas envie d'être ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui touche beaucoup la créativité également et l'expression. Comme si j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à exprimer. Puis il y a peut-être de la créativité également chez toi, un espace créateur que tu aurais à te donner qui demande donc un genre de deuil, hein, c'est-à-dire que tu te protèges pour que cet espace créatif puisse exister à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Lucille. Difficulté à prendre ta place. Oui, mais c'est ça, quand on a cette impression de pas de donner un pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, ou à plusieurs personnes, qu'importe, ben, quand on a ce pouvoir-là, parce que justement, on n'a pas été capable, nous, de nous positionner par rapport à cette autre personne-là. On n'a pas réussi à retrouver quelque part ce droit d'être entendu aussi. Hein, quand on est un enfant, puis qu'on est sur Terre, puis qu'on n'est peut-être pas entendu ou accueilli comme on le souhaiterait, mais on le reproduit par la suite dans nos autres relations. Je vais regarder maintenant le soin énergétique.
d'une telle exactitude, triste ces derniers temps, car je n'arrive pas à laisser ma créativité s'exprimer. Oui, oui, tout à fait, mais c'est ça. Et je pense que c'est là que tu comprends quelque part que difficulté à prendre ta place, ça va avec le manque de créativité. C'est-à-dire que renouer contact avec le prendre ta place, ça veut dire faire le deuil d'une dynamique relationnelle malsaine que tu as avec des gens autour de toi. Et ces dynamiques malsaines que tu as avec les gens autour de toi, c'est justement relié au fait que tu ne te permets pas de prendre ta place et d'exprimer ta créativité. Tu as besoin de ta créativité, tu as besoin de prendre ta place et tu as besoin de l'espace pour que tu sois créatif et que tu prennes ta place. Donc, cet espace-là, tu ne peux pas la donner aux autres. Donc, les autres doivent respecter que tu ne sois pas à eux et que tu puisses effectivement exprimer qui tu es dans ta propre créativité. Alors, il y a quelque part une forme de fermeté là-dedans. Par exemple, je donne un exemple, hein, je ne suis pas la poupée de quelqu'un, donc si je ne suis pas la poupée de quelqu'un, ben, ça veut dire quelque part, je n'ai pas à répondre à ses demandes, à ses requêtes, donc l'autre personne ben, doit accepter ça, puis moi, je dois me réapproprier le droit de me reconnecter avec ce que je suis vraiment et ce potentiel caractère qui est en moi. C'est un peu comme ça que je te dirais ça, Lucille. Donc, ce serait pas mal ça. Est-ce que tu aurais des questions avant qu'on termine pour ça ou un dernier commentaire? On m'avait d'ailleurs très souvent, je dois poser mes limites régulièrement. C'est ça, mais justement, c'est là que tu vas comprendre effectivement que cet enfant-là, quelque part, il recherche l'amour probablement chez les autres. Et la façon qu'il a appris à être aimé, c'est quelque part de ne pas s'aimer. C'est-à-dire que toi, tu dois être aimé parce que les autres vont dire, t'es gentil, t'es agréable, tu t'harmonises à moi, tu réponds à mes demandes, tu réponds à mes besoins. Et là, là, les gens sont contents, mais toi, t'es pas contente parce que tu t'oublies dans les autres. Alors que fondamentalement, ce que tu as envie, toi, c'est de te retrouver dans tes propres limites et donc d'être moins gentil, moins sympathique, moins grand pour les autres, parce que tu te réappropries le droit de faire ta vie à ta façon, à ta manière. Tu es un peu comme un chat sauvage ou une personne qui a envie de prendre sa place d'une façon plus importante. C'est ça un peu que je sens que tu aurais à développer sans aucun doute pour retrouver cette plus grande liberté, je dirais. Donc, si tu veux bien, on va s'arrêter ici, ma chère Lucille. Et puis, donc, le temps passe, il est déjà 10h15, heure de France. Et peut-être à ce moment-là, donc, pour l'heure du Québec, je n'oserais pas le dire quelle heure il est, mais on est dans le temps pour se diriger un petit peu vers la conclusion de l'événement de ce soir. J'espère que vous avez donc apprécié l'événement. Donc, merci beaucoup, je suis impressionné. Merci à toi, Lucille. Donc, c'est ça, mais évidemment, vous voyez, c'est un peu cette idée d'être impressionné, évidemment, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir à entendre. Moi, je ne dirais rien pour ça, c'est tout agréable. Maintenant, la chose que j'aimerais peut-être dire, c'est que, bon, si vous êtes intéressé à découvrir cette méthode-là et ne pas simplement vous laisser impressionner par elle, mais davantage comprendre qu'elle est accessible à tous, et quand je dis ça, c'est que ça fait quand même 25 ans que j'enseigne. Ça fait 25 ans, quelque part, que je vois des gens qui sont partis de rien, puis qui sont parvenus à être capables de développer cette habileté-là. Donc, quelque part, c'est pas quelque chose d'étranger à chacun d'entre vous. Si vous regardez le chat, le premier lien dans le chat euh, qui se retrouve dans le chat, là, finalement, c'est un lien d'un Eventbrite, dans lequel vous pouvez effectivement donc découvrir la conférence, mais vous allez voir aussi qu'il y a 2 journées d'enseignement qui sont proposées le 4 et le 5 novembre. C'est donc le week-end prochain. Si jamais cela vous intéresse, c'est un week-end donc il est en ligne. Donc, c'est pas en ligne en enseignement présentiel. Présentement, je suis en Europe et j'ai donné des week-ends à Nantes et puis un week-end à Paris tout récemment. Donc, c'était en présentiel, donc avec un groupe et avec des gens qui étaient présents dans la salle. Et là, c'est un week-end en ligne. Donc, l'avantage du week-end en ligne, c'est qu'il est donc euh, possible de le faire de chez soi. Et il y a un replay qui vient avec ça, c'est-à-dire que vous avez, comme on va faire avec la conférence ici, l'occasion pour vous de vraiment prendre le temps de visionner, de revisionner finalement l'ensemble de l'enseignement parce qu'il va y avoir donc un replay, donc ça, c'est un avantage. Le prix est un peu moins cher que le prix d'un week-end classique, c'est 200 euros au lieu de 250 dollars, 250 euros plutôt, ou 200 dollars pour ceux qui sont du Canada. Donc, et on a essayé de trouver un arrangement pour que le temps soit assez agréable pour que l'enseignement puisse être plus utilisé de façon agréable. C'est un horaire qui est assez intéressant. C'est de 13h à 16h le samedi et de 16h30 à 19h30 le samedi toujours. Donc, ça vous permet de vous
profiter de l'avant-midi et de pouvoir finalement donc faire la journée, le week-end, de la première journée du week-end d'une façon intéressante. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette première journée-là? Ben, c'est évidemment comment on fait la lecture intuitive, donc quand on utilise les techniques de base pour être capable de développer donc la communication avec soi et avec un partenaire, puisqu'on dans la première journée, on a une application sur soi et sur un partenaire, et on apprend donc à faire la déprogrammation et on apprend également à faire une technique de réunification, tant sur soi-même que vers un partenaire. La technique de réunification, c'est une façon d'explorer à quelque part la notion de pardon, mais aussi d'explorer la notion de se réunifier à soi ou de se réunifier à un partenaire pour expérimenter l'amour, mais l'amour d'une façon expérimentale, pourrait-on dire, c'est pas l'amour, je vais aimer quelqu'un, mais plutôt que par la capacité d'aimer quelqu'un, je peux me relier à son champ d'énergie, capter des images, des sensations et des mots et de faire un soin en même temps et de déprogrammer son énergie. Ça, c'est quand on le fait sur quelqu'un d'autre, mais on apprend aussi à le faire sur soi dans cette première journée qui a pour objectif donc de vraiment vous donner les bases essentielles pour développer donc la lecture des programmations et la transformation de l'être. Et la deuxième journée, plus orientée sur l'auto-guérison et sur les... Donc, on apprend à le faire sur soi et on apprend à le faire sur un partenaire également à la deuxième étape de l'atelier. Donc, ça, c'est pour les deux journées qui ont lieu, donc le 4 et 5 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y jeter un coup d'œil sur la lien que je vous ai laissé dans le Zoom. De toute façon, vous étiez inscrite, donc vous avez sans doute peut-être pu voir la présentation de ces deux journées-là. Pour les gens du Québec, bien évidemment, l'horaire va être un petit peu différent. Comme vous êtes tantôt, actuellement, le changement d'heure n'a pas été encore mis en place au Québec. Donc, actuellement, on est à 5 heures de différence avec l'Europe. Et puis le dimanche, ben, c'est la journée, je pense que le changement d'horaire est effectif, donc il y aura des petits ajustements au niveau des heures pour les gens du Québec, mais le samedi, c'est de 8 heures du matin à 11 heures et 11h30 à 2h30 pour la première journée. Et la deuxième journée, c'est sans doute 7 heures du matin à 10 heures et 10h30 à 13h30. Donc, si ça vous dit, pour les gens du Québec, c'est ouvert à vous également et ça peut être intéressant. Est-ce que ces journées sont enregistrées et en replay si on ne peut pas hésiter? Oui, mais c'est ça, comme je disais tout à l'heure, le week-end, l'avantage de faire ça en Zoom, c'est que tout est enregistré, donc les gens ont accès au replay. Donc, si vous n'êtes pas là, ben, vous pouvez revenir sur l'enregistrement. Puis évidemment, si vous avez des questions, ben, vous pouvez aussi revenir vers moi pour me poser des questions sur l'enseignement en question. Donc, il y a une question qui m'est posée ici. Alors, ça, c'était pour le week-end. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien, vous pouvez y revenir. Si vous êtes intéressé à des consultations, bien évidemment, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Donc, c'est toujours possible. Il y a une lecture d'âme en passant samedi, le soir, à 20h30, heure de France. Donc, avec Rénan Stevie, avec lequel je travaille depuis un certain temps. Donc, si ça vous intéresse, ça sera disponible donc à 20h30 jusqu'à à peu près 22h, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour samedi le 4 novembre. Il y a des questions qui me sont posées ici. On va regarder ça ensemble. Donc, est-ce que la déprogrammation est définitive? Alors, c'est sûr que j'aimerais ça vous dire oui. Ce serait superbe, ce serait extraordinaire si on était capable de déprogrammer et que ce soit définitif à chaque fois. J'ai vu dans ma pratique et dans d'autres circonstances là, que ça arrive quelquefois qu'une déprogrammation peut se faire, puis elle peut vraiment transformer une personne à un laps de temps vraiment très rapide, donc immédiat. Par exemple, j'ai vu ça. Maintenant, en général, une déprogrammation, c'est quelque chose qui va devoir être répété pour la simple raison que le cerveau, à quelque part, n'est pas capable d'accueillir la transformation effective pour la simple raison que il y a en quelque part un processus d'adaptabilité au changement qui va se faire. Le cerveau fonctionne un petit peu lentement. Il a besoin quelque part de reconnaître que pour qu'il puisse amener un changement, il faut qu'il y ait comme des réseaux neuronaux qui se forment. Et ces réseaux neuronaux vont se faire à travers la pratique et la régularité. C'est comme ça qu'on va arriver à des changements qui sont plus effectifs. Alors, évidemment, dans l'enseignement et en ancien compte, bien sûr. Moi, dans mes consultations, c'est toujours enregistrer les consultations que je donne pour la simple raison que l'enregistrement va permettre à notre cerveau de répéter l'information pour que justement les réseaux neuronaux puissent se former d'une façon plus importante. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi on va souvent enregistrer les consultations. Puis évidemment, les protocoles qui sont proposés dans le cadre du week-end, surtout dans la première journée, présentent justement un petit protocole pour amener cette mise en place justement pour favoriser la déprogrammation. Ce que je dirais également, c'est que la déprogrammation est plus facilement faisable chez les enfants.
et des enfants assez jeunes. Moi, je travaille beaucoup avec des parents qui ont des problèmes avec les enfants et puis la déploiement sur eux atteint des résultats plus rapides et c'est très intéressant de travailler avec eux pour cette raison-là parce qu'on voit les choses, les changements très rapidement chez les enfants. Donc, je pense avoir répondu à ta question, Vanessa. Si tu as d'autres questions, tu me reviens. Il y a Sylvie qui me dit, merci infiniment, Sylvain, c'est très intéressant. Est-ce que nous aurons l'enregistrement? J'aimerais beaucoup réécouter. Est-ce que le cours en ligne, c'est la même chose qu'en présentiel? Oui, le même. Bon, donc oui, il y aura donc un enregistrement. Évidemment, vous allez recevoir le replay de l'enregistrement dès qu'il sera prêt. Est-ce que le cours en ligne, c'est la même chose qu'en présentiel? C'est le même cours, effectivement. L'avantage de présentiel, ben, c'est de le faire dans le confort de son chez-soi. Puis, globalement, c'est la même chose qui est donnée. Puis, vous avez le replay en plus. Donc, vous avez en plus la possibilité de revenir sur l'enseignement que vous avez reçu. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et le prix qui est intéressant aussi. Donc, voilà. Merci Sylvain pour cette belle conférence. Merci à toi Didier. Puis mais donc Vanessa qui me dit oui, merci. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de tour de toutes les questions qui m'avaient été posées. À moins qu'il y ait d'autres commentaires ou d'autres questions, mais ce serait le moment de les poser, bien sûr. Alors, sachez que je vais être en Suisse je vais quitter Paris dans quelques jours là, et je vais être en Suisse pour un salon à Fribourg et je vais aller à Bulle ensuite pendant une certaine période de temps. Là, je vais vous donner des dates à peu près. C'est à peu près en fait le 10 novembre que j'ai un salon à Fribourg et après ça, je vais être en Suisse, après ça à Bulle pour les consultations. Je donne un week-end en présentiel également à Fribourg le 25 et 26 novembre et je vais faire la consultation des conférences également durant ce séjour-là, donc à Bulle, en Suisse. Et je risque d'aller en Belgique après ça pour faire un petit tour, faire une petite conférence et des consultations également pour ceux qui sont intéressés à connaître mon actif. Mais c'est ça un petit peu le programme que je vais faire pendant mon séjour en Europe. Donc, c'était pas mal ça que j'avais à vous transmettre. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre petit entretien d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, ceux qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci, qui seraient intéressés, ben, vous savez maintenant que le samedi prochain, à 20h30, il sera possible pour vous de pouvoir bénéficier de lecture d'âme également avec Rian Stevie. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Alors, je vais donc m'arrêter ici, si vous voulez bien. Donc, on est pas mal dans les temps. Je vous remercie de votre participation. J'espère que vous avez... OK, je n'ai pas vu le lien. Alors, au tout début à moins que je me trompe, mais au tout début si tu vas en haut complètement, tu vas retrouver le lien de Eventbrite, en haut complètement. Donc, si tu me, je ne sais pas si tu le vois maintenant ou ça devrait être possible de le voir, je pense. Attends, je me suis trompé, si je ne pas au bon endroit. OK. Donc, tu me diras, tu ne le vois pas. Ah, bon, ben, peut-être que moi, je l'ai envoyé, mais que finalement, ben, en fait, Vanessa, tu t'es inscrite, j'imagine, sur un lien Eventbrite. Et ce lien Eventbrite-là, c'est le même, en fin de compte, c'est le même lien que celui-là. C'est-à-dire que tu cliques sur Eventbrite, tu vas voir la conférence annoncée, mais tu vas voir également les 2 journées qui sont annoncées sur le lien. Tu peux t'inscrire si tu le souhaites à ce moment-là. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous n'avez simplement qu'à vous relier donc à ce lien Eventbrite que vous avez déjà contacté et vous pouvez vous inscrire donc pour le week-end du 4 et 5 novembre si ça vous intéresse. Alors, Lucie qui me dit merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Bonne soirée à vous, bonne soirée à toi. Merci de ton appréciation. Je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée. Vous allez donc avoir le replay dès qu'il va être prêt, et qu'il il va être envoyé à tout le monde sans problème. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée pour les gens qui le voient à un autre moment de la journée. Et je vous dis à très bientôt. OK? Au revoir.